Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième podcast des investisseurs heureux. Donc je rappelle que les investisseurs heureux, c'est une communauté, un forum de discussion que j'ai créé en 2010, donc il y a 14 ans déjà. Et le principe de ces podcasts, c'est d'interviewer un membre des forums des investisseurs heureux ou de la communauté des investisseurs heureux. C'est un peu plus joli en le disant comme ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Philippe Trente comme membre en interview, sachant que je le remercie beaucoup vu que c'est lui qui a accepté mon invitation. C'était pas, il s'est pas proposé spontanément, c'est moi qui l'ai démarché. Et donc c'est Philippe et Philippe, c'est un peu comme les Dupont et Dupont. Et en fait, pourquoi je lui ai proposé de venir? Parce que Philippe Trente, il est inscrit sur le forum depuis 2011, donc ça fait longtemps, c'est un des premiers. Et puis, il a une très longue expérience sur l'immobilier locatif qu'il a commencé bien avant que ça devienne très à la mode avec les influenceurs, selon le terme consacré sur YouTube. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de choses à nous raconter. Donc, merci Philippe Trente d'avoir accepté l'invitation et bonjour à toi. Oui, bonjour à tous. Voilà, c'est Philippe Trente. Voilà. J'attends tes questions et j'espère qu'on aura plein de choses à se dire. Eh ben, tu vas voir, le principe, c'est un peu comme si j'étais ton biographe, mais en version audio. Donc, ouais, c'est toi qui vas beaucoup parler, nous raconter ta vie, ton expérience immobilière et tout ça. Alors déjà, Avec plaisir. pour commencer, on va essayer de contextualiser un peu et que tu nous racontes, je sais pas moi déjà, quel âge as-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, si tes parents ils étaient riches, tout ça. Enfin voilà, essaye de nous dire un peu si tu viens du 16e ou plutôt du fin fond de Marseille. Alors, je viens pas du 16e, mais je viens du 15e, en fait, Montparnasse. Mes parents habitaient sur Paris. Ils avaient une maison en Normandie, donc je suis allé souvent là-bas. Sinon, au niveau immobilier locatif, non, ils ont jamais fait d'immobilier, jamais de locatif. Et lorsque j'ai commencé, même, ils me regardaient avec un œil bizarre en se demandant qu'est-ce que je faisais. Ils comprenaient pas trop. Je pense qu'avec le temps, ils ont compris, mais au début, c'était pas intuitif. Voilà. Sinon, ouais, j'ai 57 ans. J'ai commencé l'immobilier vers 32, 33 ans. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Au niveau de ma vie personnelle, j'ai habité en Normandie, entre Évreux et Dreux pendant 7-8 ans. Après, vers 2002, je suis allé dans le Gard, à côté de Nîmes, où je suis resté quasiment 20 ans. Et actuellement, maintenant, je réside en Haute-Savoie, pas très loin de Chamonix, Flaine. Je suis là depuis 4 ans, en fait. Pourquoi j'ai déménagé du Gard? Parce qu'en fait, parce que j'en avais un petit peu assez de la chaleur et je voulais voir un petit peu les saisons, les feuilles tomber, la verdure reverdir au printemps. Enfin bon, voilà. J'avais envie de changer un peu d'air, comme on dit. Et comme j'avais réussi à avoir une indépendance financière, on a pu le faire avec ma femme, qui est aujourd'hui, elle est à la retraite. Et puis bon, moi, je suis pas à la retraite officiellement, mais bon, je m'occupe de l'immobilier, même si je suis en phase de revendre pas mal de choses maintenant. Ok, et alors attends, et Voilà. du coup, t'as pas dit qu'est-ce que tu avais fait comme études quand tu étais au lycée, Mais quel type si, de bac tu si avais fait, tout ça? l'intervieweur m'interrompt en permanence, je pourrais pas parler. Voilà. Donc, au niveau études, merci d'avoir posé la question quand même. Lorsque j'étais en Normandie, je suis passé par l'AFPA à Évreux, où en fait j'ai fait une formation de technicien supérieur en informatique de gestion sur les systèmes IBM AS400, langage RPG. Avant, moi, je bidouillais pas mal l'informatique à titre perso, c'est-à-dire que j'avais installé Turbo Pascal, j'avais installé Delphi, enfin j'avais installé des logiciels, je bidouillais un petit peu, mais pas de manière professionnelle. Et avant de passer par l'AFPA, j'ai fait différentes choses. Voilà, j'ai fait manutentionnaire, j'ai fait approvisionneur de produits, de matières premières et de produits finis. Enfin bon, j'ai bidouillé quoi. Avant vraiment de me lancer dans l'informatique. Et donc je suis passé à l'AFPA en 99 à Évreux. Ensuite, je suis rentré dans une boîte d'informatique, une SS2I, pour l'an 2000. Et après, il y a eu l'euro. Et c'est en 2001 que je suis parti de la Normandie vers le Gard, où j'étais embauché par une boîte d'intérim à Montpellier. À cette époque, c'était quand même très facile de trouver du travail dans l'informatique, donc j'ai pu basculer facilement. Et après, je suis resté toujours dans l'informatique, dans le Gard, pendant 20 ans, quasiment. Voilà.
Ok, donc en fait, tu t'es mis assez tardivement à l'informatique parce que si je fais un petit calcul, tu avais la trentaine en fait quand tu as Ouais, commencé à travailler c'est ça. vraiment dans l'info. C'est ça, voilà. En 99, je vais avoir 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 32 ans. Ouais. Ok. On se cherche un petit peu au début, comme on dit. Voilà. Et donc ça te plaisait le boulot d'informaticien? Bah, j'ai toujours aimé, alors après, je fais une forme d'introspection personnelle, mais j'ai toujours aimé faire des choses, bâtir en fait. Parce qu'initialement aussi, j'ai oublié de le dire, j'avais passé un CAP de prothèse dentaire. Donc, prothèse dentaire, tu construis, tu conçois quelque chose. Après, avec l'informatique, bah, c'est pareil, tu conçois des programmes. Et bon, le lien est assez facile à faire avec l'immobilier parce que voilà, tu conçois des choses aussi. Donc voilà. A posteriori, j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, bon, j'ai peut-être une âme entre guillemets de bâtisseur, de constructeur, enfin bon, sans exagérer, mais bon, voilà. Moi, les boulots de commerciaux, c'est pas du tout mon truc, en fait. Moi, c'est plutôt faire quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que l'informatique, c'est sympa parce que tu peux faire ce que tu veux en termes de développement. Bon, il y a quand même pas mal de langages. Et puis après, tu as des choix, tu as des possibilités d'aller dans une entreprise. Tu vois le service compta, le service logistique, enfin tous les services, c'est intéressant. Tu vois plein de choses en fait. Ouais, en tout cas, à cette époque-là, c'était un... parce que finalement, moi, j'ai été informaticien à peu près à la même époque que toi, parce que j'ai commencé Ouais, quand j'avais la vingtaine, donc même si je suis plus jeune que toi actuellement. Et effectivement, au début des années 2000, le travail d'informaticien n'est pas encore très normé, et je me souviens que les développeurs informatiques, comme j'étais, ils pouvaient des fois avoir accès à des directeurs dans les petites boîtes pour discuter avec eux, échanger, recueillir leurs besoins, développer des choses. Mais après, par la suite, au fil des années, ça s'est beaucoup normé et le développeur est normalement plus cantonné à son rôle de développement, puisqu'on a créé des assistances à maîtrise d'ouvrage, des maîtrises d'ouvrage, ouais. etc. Et au fil des années, j'ai trouvé que le travail de pur développeur était moins enrichissant qu'à l'époque où on a commencé et où c'était un peu, je vais pas dire un joyeux bordel, mais c'était moins bien organisé. Il y avait plus de responsabilités au niveau du développeur tel que tu le décris, quoi. On était plus des touches à tout, alors que par la Bah, suite, ça a moins moi été j'ai ça. arrêté en fait de travailler en 2015 parce qu'en fait j'étais licencié et donc j'ai bénéficié du chômage donc pendant 2 ans, ce qui m'a permis de faire deux achats immobiliers. Mais en fait voilà, j'ai travaillé jusqu'en 2015. Bon, au début, j'ai commencé comme tout le monde, hein, analyste programmeur, enfin développeur. Après, je suis passé chef de projet. Mais effectivement, moi, j'ai pas vu cette bascule. En fait, ça restait encore. J'étais dans une petite boîte à Nîmes, donc voilà, ça restait familial, on va dire. J'étais envoyé en régie. Bon, alors je suis allé dans différents endroits. Je suis allé à Toulon, à Toulouse, sur Vendargue, à côté de Montpellier, notamment chez une grande centrale d'achat Super U. Donc voilà, j'ai pas mal tourné aussi. Mais oui, toutes ces contraintes, je les ai pas vues. Et je suis bien content parce que moi, j'ai un petit peu de problème avec les contraintes et les ordres trop directifs, on va dire. Voilà. Ouais, je comprends. Par exemple, pour te donner un exemple, mais peut-être que tu l'as pas connu, moi dans les années 2000, je remplissais pas ce qu'on appelait une timesheet. En fait, éventuellement, si j'étais en régie chez le client final comme informaticien, voilà, je devais dire j'avais été là du lundi au vendredi et tout ça. Alors que vers la fin, donc dans les années 2010, il fallait le vendredi que tu remplir un truc dans un fichier Excel ou dans un logiciel où tu devais dire heure par heure tout ce que tu avais fait dans la semaine, l'imputer sur le bon code et tout ça. Enfin bon, c'était très chiant et c'est plus comme c'était au début, quoi. C'est Et vrai que à la fin, moi, je l'ai vu un petit peu ce genre de choses arriver, des logiciels où effectivement il fallait remplir. Qu'est-ce que tu avais fait? Combien de temps tu avais passé sur les programmes? Enfin bon, c'est vrai que je l'ai vu arriver, j'avais un peu oublié, et c'est vrai que c'était très très contraignant parce qu'en gros, tu mets n'importe quoi. ouais, c'est ça. euh, et puis on sait très bien, bon, là, on est entre nous, personne n'écoute, mais on sait très bien que quand tu vas chez un client, tu lui dis voilà, pour faire votre modification, il faut 3 jours ou 4 jours. Toi, tu sais très bien qu'en une demi-journée, c'est plié, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc, tu vas rajouter des choses. Bon, bon, c'est pénible, c'est pénible. Toute cette partie administrative est pénible. Du reste, on le voit aujourd'hui comment ça s'appelle, dans les hôpitaux. Il y a de moins en moins de soignants, il y a de plus en plus d'administratifs. C'est aussi un problème, ça. Les fichiers Excel, voilà, remplir les fichiers Excel, cette contrainte de suivi de partout, c'est pénible. Je suis bien content d'être sorti de tout ça, en fait. Voilà. Ah, ah. T'as pas dit, je sais pas si c'était volontaire ou pas, ce que faisaient tes parents dans leur vie? Alors, ma mère, bon, je dis qu'elle n'était pas dans l'immobilier, mais enfin, si, un petit peu quand même, était administrateur de biens, on va dire. Voilà. Donc, syndic, si tu veux.
Elle a repris avec ma tante et mon oncle qui lui était architecte. Ils ont repris le cabinet d'architecture que mon grand-père avait mis en place, je sais pas quand, dans les années 60, 70, on va dire. Donc ils l'ont repris, ils ont repris la société et donc ils ont fait fonctionner ça. Mais c'était vraiment du travail de syndic. Il y avait pas de location. C'est pas comme aujourd'hui les syndics qui font de l'achat, de la vente. Enfin pas de l'achat, je veux dire de la vente et de la location. Eux, c'était que de l'administration de biens en fait. Voilà. Et mon père, lui, il était en photographe. Il était photographe, mon père. D'accord. À une époque où le métier était un beau métier de photographe, Oui. du coup, dans les années. Ouais, on était vers la fin, on va dire. Voilà, on était vers la fin. Ok, mais aucun d'eux était particulièrement bricoleur et toi non plus, en fait, quand tu étais sur Paris. Non, alors mon père, il était loin, loin d'être bricoleur. Voilà. Et bon, ma mère, non, elle était pas, bon, pas péjoratif. Moi, je veux dire, bon, elle bricolait pas, hein. Et moi non plus, j'étais pas forcément un champion de la bricole, quoi. Bon, je savais faire deux, trois trucs. Quand j'étais en Normandie, j'avais des voisins à côté, donc il y avait pas mal de jeunes, donc c'était des familles. Et il y en a un qui faisait de la maçonnerie, donc j'avais été faire la maçonnerie avec lui, il m'avait montré, je l'avais aidé, mais bon voilà, c'était juste initiation découverte. C'est en plus, j'avais 14, 15 ans à l'époque. Et puis après, j'ai rien fait de plus, quoi. J'avais jamais fait de plomberie, d'électricité, enfin tout ça, j'avais pas fait, quoi. Jamais fait, avant. Ok. Alors, à partir de quand tu vas faire ton premier achat immobilier, d'ailleurs que ce soit locatif ou résidence principale, en tout cas ton premier, ça commence quand? Alors le premier, on avait acheté avec ma femme parce que ma femme sa mère était décédée, donc on avait eu une succession, une petite succession qui nous a permis d'acheter une maison en Normandie dans laquelle on a fait quelques travaux. Donc moi j'avais fait un peu de plomberie, un peu d'électricité. Bon, j'avais pas fait grand-chose, mais bon, j'étais assez content de moi puisque bon, ça fonctionnait. Et comme on est resté en Normandie 5, 6 ans, j'ai rien fait de plus après. Et après, on est parti dans le Gard, où on a racheté une maison parce qu'on avait fait une plus-value sur la première maison en Normandie. Et donc, le premier achat qu'on a fait, on l'a fait en 2004. Nous, on est arrivé dans le Gard en 2002. Et 2 ans après, on a acheté un bien locatif. Bon, parce que voilà, on s'est dit, voilà, pour la retraite, voilà, ça fera un petit plus. Enfin bon, voilà. On n'avait pas d'idée préconçue, puis là, on n'avait aucune notion de plus-value, enfin pas de plus-value, de cash flow, de choses comme ça, hein. C'était juste bon, voilà, pour se faire plaisir, on va dire. Voilà. Donc on a acheté un appartement dans une cour au fond d'un immeuble, d'un petit immeuble ancien à Nîmes, et on l'a retapé. Alors je sais plus, on l'a acheté au mois d'avril, mai, on l'a retapé pendant tout l'été. Il faisait quand même très très chaud. Et bah, au mois de septembre, on a eu les pluies et puis il s'est fait inonder. Voilà, on a pris 40 centimètres d'eau dedans. Donc ma femme y allait régulièrement pour enlever l'humidité et on a réussi à le revendre 1 an et demi après. Voilà, vers 2005-2006, je sais plus. Et j'avais fait un prêt dessus, il n'y avait pas d'hypothèque, donc j'ai gardé l'argent. On l'a revendu plus cher qu'on l'avait acheté puisqu'en fait, bah, il y avait tout à refaire. Et pour refaire cet appartement, on s'était fait aider par quelqu'un qu'on connaissait, bon, on l'a payé, hein, mais il nous a montré pas mal de choses, donc en fait, on a appris. Donc on a commencé à apprendre vers 2004-2005 à faire des travaux. C'était quand même des travaux importants puisque c'était électricité, plomberie, porte d'entrée, fenêtre, enfin, il y a tout à refaire, quoi. C'était même au début, on était un peu paniqué parce qu'on dit dans quel bazar on s'est mis, hein, parce que là, au début, ça fait peur. Et donc, attends Mais que bon, je comprenne bien, c'était sur tes vacances d'informaticien que tu as retapé ce oui, bien-là? oui. Alors ma femme, elle était professeure des écoles, donc en fait, elle bénéficiait des congés euh, les 2 semaines, toutes les 6 semaines, plus les 2 mois d'été. Donc ma femme s'est spécialisée dans la peinture, le plâtre, les enduits, le crépi, et puis ouais, c'est à peu près tout, voilà. Et moi, j'avais la partie électricité, maçonnerie et plomberie. Donc effectivement, oui, beaucoup de travaux ont été faits durant ces vacances et aussi durant les miennes où je prenais, bah, il y avait les week-ends, les RTT, les vacances. Alors voilà, sur le mois d'août de ce premier appartement, effectivement, je devais avoir 3 semaines de vacances, j'ai dû travailler 2 semaines et puis j'ai pris peut-être une petite semaine à la fin. Bon voilà. Mais oui, au début, puis bon, quand t'es jeune, t'as envie d'y aller, hein. Mais c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur nos congés à faire des travaux, ça c'est vrai, hein. Ouais, en fait, tu dis quand t'es jeune, mais en fait, t'es plus dans la trentaine. Donc, oui, t'es encore jeune, mais t'es pas dans la vingtaine. T'es déjà dans la bonne trentaine avec ce premier Ouais, mais achat. bon, la force de l'âge pour un homme, c'est 40 ans, donc ça va, j'avais encore du mou à l'époque. Voilà. Et donc, tu fais une belle plus-value sur cet appartement? Où là, je crois, plus ou moins quasiment doublé en termes de revente.
Et donc, le prêt, donc il n'y avait pas d'hypothèque. Alors, je pense qu'il y avait un cautionnement. Enfin, j'ai plus le détail en tête. Mais donc, à partir de là, bon, comme on avait été un petit peu dégoûté du rez-de-chaussée qui avait pris l'eau, en fait, on s'est dirigé vers deux appartements qu'on a achetés cash dans un immeuble. Donc, dans un premier immeuble et un deuxième immeuble. C'était des studios qui étaient pas bien grands, hein, qui étaient en bon, il y avait un coup de peinture à faire, mais c'était rien. Et donc, on a racheté ces deux appartements. Et donc, on avait un prêt. Donc, le montant du prêt, je sais pas, ça devait être 300, 400 euros par mois. Et en fait, les deux appartements nous rapportaient chacun plus ou moins 300 euros. Donc, on était à 600 euros. Donc, on avait un gain de 200 euros. Donc, bon, il y avait les charges de copro, bien sûr, il y a le foncier. Mais bon, même à la fin, on était quand même gagnant. Ok. Donc, je me suis dit, c'est quand Est-ce- même pas mal ce truc, quoi. T'achètes un truc à la banque, tu t'achètes un appartement, tu empruntes et tu peux gagner des sous dessus. Alors ouais, attends. Comme c'est les premières opérations, on va essayer de détailler un peu plus. Quelle est la Oui. banque qui t'a suivi? C'était quelle Alors, durée? Et est-ce que tu te souviens à peu près du taux et je du me rendement souviens pas, mais locatif? alors au niveau, j'ai un peu honte de le dire, mais la banque, c'était une banque qui s'appelait Géomoney Bank. On a fait un crédit à taux variable sur 12 ans, quoi. Donc en fait, c'était pas terrible à l'époque. D'autant plus que les taux ont monté un petit peu. Donc j'étais content quand le prêt s'est terminé. Je me demande même si je l'ai pas un peu remboursé en anticipé à un moment donné. Mais donc on a appris comment il fallait pas emprunter et ce qu'il fallait acheter et ce qu'il fallait pas acheter. Donc là, ça a été une première mauvaise expérience, mais qui a évité de faire des plus grosses erreurs avec des plus grosses sommes ensuite, je pense. Et donc ce deuxième et ce troisième achat immobilier, tu es toujours dans une logique où les biens sont un peu pourris et tu dois faire de la grosse retape, ou ceux-là, il y avait moins de choses à Non, faire? non, les deux biens, c'était deux studios dans des immeubles. On n'a pas, je te dis, un coup de peinture. Je sais pas, on a peut-être changé un ou deux robinets. Enfin voilà, il y avait pas de travaux. Ouais, C'était pas alors, entre mais tu guillemets vois, des ruines. c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, pour toi, tu dis il y avait pas de travaux, mais moi, faire, faire la peinture et changer un robinet, pour moi, tu vois, c'est déjà des travaux. Et en fait, pour la plupart des gens, en fait, c'est déjà des travaux, ce genre de choses-là, spécialement si ils bossent à côté, ce qui était ton cas, vu que là, tu étais informaticien à côté. Et là, donc, c'est bien Oui, là, ce que je comprends, c'est que ta femme participe beaucoup dans les opérations. oui. Vous achetez ça comment? Alors, c'est en indivision ou comment vous gérez la chose? Non, on est mariés sous la communauté. On n'a pas de souci là-dessus. On achète monsieur et madame. D'accord. Enfin, au début, on a acheté comme ça. Après, on est passé à d'autres formes d'achat, mais on en parlera tout à l'heure, je pense. Ok. Et donc, de ce que je comprends, donc vous avez acheté donc vous avez acheté votre premier bien, vous l'avez retapé, vous avez vu que vous avez fait une plus-value, et puis naturellement, en fait, vous dites ah bah c'est cool, on se lance, on va acheter un deuxième et un troisième bien, voilà pour la retraite, et puis parce que ça nous amuse. En fait, c'est ça la Ouais, logique. ouais, c'est pas naturellement. On s'est dit, bon, on a un prêt qui court, on va pas le couvrir pour rien. Donc, on va acheter deux appartements, deux petits studios en étage pour pas être embêté. Et puis, ça va nous rapporter. Et puis voilà. Bon, après, on n'avait pas forcément d'idée à ce moment-là d'en acheter beaucoup plus. Mais on s'est dit, bon, deux, c'est bien. Quand le prêt sera payé, ça fera en gros 600 euros par mois en plus. Ça peut aider à payer la maison en plus pour nous. Enfin voilà, l'idée, elle était là. On n'était pas dans un développement, je dirais, à outrance d'achats nombreux et inconsidérés presque. Voilà. On était encore dans raisonnable, on va dire. Voilà. Ok, et à cette époque, donc, pour trouver les biens, tu fais comment? Alors, je sais pas, il y a déjà peut-être PAP.fr qui existe, se loger, tu vas dans les agences, c'est Ouais, le bouche à oreille, comment ça se passe? paru vendu, je pense se loger parce que le Bon Coin n'existait pas. Maintenant, c'est la base de référence. Mais c'est vrai que, bah oui, je sais pas comment oui, ou je devais aussi passer par les agents. Je regardais. Euh, je sais pas si, ouais, pareil, les agences, pas certain qu'ils avaient beaucoup de sites internet. Enfin, ça débutait un peu tout ça. Bon, après, c'est vrai que ça fait quand même 20 ans, donc j'ai un peu oublié. Mais oui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de trouver de toute façon. Mais à l'époque, bon, on se devrait se débrouiller. Peut-être des journaux. Il y avait des gratuits aussi, peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais plus, hein. Ok, et pourquoi des studios? Vous aviez déjà réfléchi à un espèce de profiling du futur locataire? Bah, l'avantage du studio, c'est que, en fait, bon, déjà, c'est une petite surface, donc c'est moins cher à l'achat. Et puis, tu te dis que tu as affaire à des étudiants. Donc, l'avantage des étudiants, globalement, hein, des étudiants, c'est qu'il y a les parents derrière. Donc, déjà, ça rassure.
Ensuite, tu peux aussi avoir dans les studios qu'on meublait, hein, des commerciaux, des VRP qui tournent. À l'époque, il n'y avait pas non plus Apart City, tout ça. Donc, qui ont besoin, parce qu'ils viennent en mission, ils ont peut-être besoin d'un appartement pendant 3 4 mois. Donc voilà, je me disais, il y avait des possibilités. J'avais pas l'idée d'aller acheter un 3 pièces, parce que de toute façon, un 3 pièces, je me disais, c'est une famille, c'est cher à acheter. Bon, au début, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais sur les studios. Après, on est passé sur les terrains. Mais le studio, voilà, il y avait une polyvalence, une possibilité je pense, de relouer facilement, ce qui a été souvent le cas, hein, du reste, hein. Et justement, la location, tu l'as gérée comment en fait? Comment tu faisais pour trouver les locataires à cette époque? Non. Ouais, mais là, c'est des questions trop compliquées. J'ai pas eu le temps de les préparer. Il y a 20 ans, D'accord. je m'en souviens pas. Non, mais euh, je sais plus. Je Ok. sais plus. Non, mais Franchement, je sais plus. ça n'a pas Mais je sais pas d'importance. comment c'était il y a 20 ans. Bah oui, mais c'est pour ça que je t'interroge. J'avais dit comment c'était il y a 20 ans. Je me dis peut-être que les Je sais gens pas. se souviennent plus et veulent le savoir. Mais bon, Non, toi-même, t'as mais oublié. franchement, euh, c'est. Non, je sais pas. Ok. Alors, et donc là, il y a le deuxième et troisième. Donc ça, c'est les studios. Et Oui. ben, ensuite, comment se passe la suite? Raconte-nous. Alors, la suite, c'est à partir de 2007, 2008. Où là, on a acheté massivement des studios, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé entre 10 ou 12 studios. Et ça, on en a acheté à peu près jusqu'en 2009. À un moment donné, on a acheté, c'était un cellier aussi. Ça a permis, bon, même si on l'achète plus cher, ça permet de baisser la fiscalité parce qu'en fait, au début, on déclarait au forfait. Et il y avait une déduction, je crois, par défaut de 70% des revenus. Après, la déduction a baissé. Plus elle baissait, plus moi j'achetais de studios et plus mes impôts montaient. Donc je me disais, c'est quand même, ça va être compliqué cette histoire. Et donc là, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, bon, c'est bien beau de savoir acheter, de savoir faire les travaux, mais il va falloir regarder un petit peu du côté de la fiscalité quand même. Donc j'ai commencé à regarder et c'est là que j'ai vu que bah, on pouvait passer par un comptable en loueur en meublé non professionnel, faire la déduction et taux réel. Et donc là, en fait, et l'amortissement sur les studios puisqu'il était meublé. Et donc à partir de là, bah, ça pouvait me tomber ma fiscalité. Donc j'ai trouvé un comptable. Tous les comptables ne sont pas ou n'étaient pas forcément au courant de la location meublée non professionnelle, du moins à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont peut-être un peu plus avertis. Donc il a quand même fallu que je lui explique presque certaines choses, parce que bon, après, il a cherché de son côté, je lui ai parlé de mon projet, bon, après, je suis passé chez lui. Mais effectivement, comptablement, ça m'a aidé, parce que je sais pas combien je payais d'impôts, mais après, j'en payais plus, en fait, hein. Par rapport aux revenus locatifs, j'entends, hein. Après, bon, il y avait le travail, ça c'est autre chose, c'est normal. Mais sur les revenus locatifs, j'avais plus, ça montait pas. Enfin, j'avais plus de fiscalité là-dessus, j'étais tranquille. Et donc ça, voilà, c'était jusqu'en 2009. Donc on est arrivé à 12 studios, voilà. Ok, et donc Mais là, le, attends, parce que du coup, ça fait beaucoup de studios à gérer, sachant que toi, tu as ton job, ta ouais, femme a son job. Donc la ouais, stratégie, c'est d'avoir des studios qui sont plutôt près de chez toi. Est-ce que oui. tu délègues une partie de la gestion immobilière? En fait, comment tu arrives à gérer déjà cette dizaine de lots? Quelle est la stratégie que tu as mis en place? Alors, en termes de stratégie, j'avais trois studios, des petites studines en fait, qui étaient à côté de l'hôpital à Nîmes. Et là, il y a un institut hôtelier qui s'appelle Vatel. Et donc, ces trois studines étaient louées à l'année à Vatel. Donc, sur les 12, j'en avais déjà trois où j'étais tranquille. Eux, après, ils se débrouillaient, ils mettaient des étudiants. Bon, voilà, c'était pas mon problème. Donc, j'en avais 9 à gérer derrière. Sur les 9, j'en avais quelques-unes où il y avait des gens à la CAF, des gens, bon voilà, 45, 50 ans, qui avaient des soucis dans la vie. Bon, il y avait la CAF, ça couvrait pas trop mal, puis il y avait un petit plus. Et après, j'avais quelques studios à l'intérieur de Nîmes qui étaient type étudiants. Et là, le problème, c'est que voilà, fin juin, je recevais 3 4 recommandés, on part. Et juillet, août, bah, il y avait personne. Donc j'arrivais parfois à relouer vers mi-août en forçant un peu en disant, mais attendez, moi, il y a plein de gens qui sont intéressés, il faut que vous me preniez à partir de mi-août parce que sinon, moi, je suis pas sûr que vous veniez. Mais il n'empêche que j'avais quand même 1 mois et demi, 2 mois de vacances locatives sur les studios, ça c'était sûr. Qui plus est, quand les gens s'en vont, bah, il faut souvent mettre un petit coup de peinture, rafraîchir, vérifier qu'il n'y ait pas de cochonneries dans les siphons, enfin voilà, faire un petit passage, quoi. Donc effectivement, moi, je gérais tout ça et à un moment donné, je commençais à fatiguer avec tous ces studios, d'autant plus que, bon, il y avait des prêts qui avaient un petit peu avancé, donc je me suis dit, on va revendre, on va rembourser un ou deux prêts, on va récupérer des sous.
et on va voir ce qu'on fait. Et Là, entre-temps, c'est toujours la même banque qui t'a suivi pour oui, tous alors ces. là, c'est une banque populaire qui est dans le sud, qui est très connue. Voilà. J'ai pas dit son nom, hein, mais bon là. Et donc après, voilà. Et en plus, sur cette banque-là, je suis tombé sur un conseiller très bien, à qui j'ai expliqué pas mal de choses. J'allais le voir après le travail, je restais après la fermeture, je lui ai expliqué plein de choses. C'est devenu un ami qui a quitté la banque et qui a acheté plein d'immeubles et plein d'appartements, voilà, dans le Gard. Ok, Donc mais alors attends, donc j'ai c'était fait la deuxième banque, ville. votre banque, c'était devenu votre banque principale et c'était en même Ouais, temps la banque qui te servait pour les achats locatifs. J'insiste sur ce truc-là parce que régulièrement sur le forum Devenir rentier, il y en a enfin, investisseurs heureux de son nouveau nom, il y en a qui ont dit qu'ils avaient tissé une relation étroite avec leur banquier et que le banquier les suivait dans leurs nombreux achats immobiliers. Alors que ça correspond pas nécessairement au ressenti qu'ont les autres personnes avec leurs conseillers bancaires quand ils sont en banque traditionnelle, où on a l'impression qu'au contraire, on leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Et là, ce que tu dis, c'est que voilà, tu avais une relation de proximité avec ce conseiller-là. Et j'ai c'est l'impression que c'est quelque chose qui est un genre d'indispensable et qu'il faut réussir à tisser. C'est pour ça que je te demandais de détailler, quoi. ouais, ouais. C'est pas tant, je dirais, une relation de proximité, c'est que en fait, le conseiller comprenne, il comprend ce que tu veux faire. Quand tu vas voir une banque, alors déjà, les conseillers, tous les 2 ans, ça tourne. Donc, le temps que tu le connaisses, qu'ils te connaissent, pof, il est reparti enfin, dans une autre agence. Donc là, celui-ci était resté quand même un bon bout de temps, 6-7 ans au moins. Et donc, j'avais bien expliqué ce que je faisais. Il y avait l'histoire, voilà, l'histoire des cash flows, minimum 10%. Donc, il voyait que, voilà, on achetait quelque chose et qu'on gagnait de l'argent en plus. Donc, c'était tout bénef pour eux, hein, parce que, bon, on empruntait. On est arrivé à un moment donné, on empruntait à 110% à l'époque. Bon, maintenant, ça se fait plus. Mais on empruntait et on avait quand même. Alors, c'était pas des gros cash flows, hein, sur les studios, c'était peut-être 30-40 euros, mais multiplié par 10 studios, bon, ça faisait quand même tous les mois, plus à l'année. Mais il faut vraiment que le conseiller il te comprenne. Et en fait, les conseillers dans les banques, ils vont faire du crédit locatif à des particuliers. Et les particuliers vont acheter 1, 2 appartements. Peut-être un fou va en acheter 3, mais ça va pas plus loin. Les gens, ils n'ont pas dans l'idée d'acheter plein de choses. Ils ont dans l'idée d'acheter 1 ou 2 appartements et ça va plus loin. Donc, quand tu commences à passer à des formats où il y en a 7, 8, 9, la banque, elle commence à te regarder bizarrement. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une bonne confiance et que tu arrives avec un projet étoffé un peu. C'est presque un entretien d'embauche, en fait, hein, où bah, tu présentes ce que tu as aujourd'hui, les emprunts en cours. Après, bon, c'était la même banque, donc c'était facile parce qu'ils avaient tous les relevés de compte. Mais quand c'est dispatché sur plein de banques, c'était des dossiers de fou à monter. Moi, je me souviens à la fin, j'en étais quasiment à 200 feuilles à photocopier, enfin des relevés de compte dans tous les sens, des déclarations d'impôts, comment ça s'appelle, les bilans comptables, enfin c'est tout. Bon, mais au début, j'étais dans la même banque et bah, ça se passait très bien. Voilà, ça se passait très bien avec la Banque Populaire qui est dans le sud. Ok. Et alors, toujours pour que les gens comprennent bien, donc là, tu es dans la force de l'âge, tu as plein d'appartements, tu gères Ouais, ça avec ta femme. Et ouais. alors, une question toute bête, est-ce qu'à cette époque-là, vous prenez des vacances, en fait, avec tous ces lots? Est-ce que vous. Et puis, vous devez commencer à gagner quand même un peu d'argent entre ton job suite ta femme, plus les cash flows excédentaires. Donc, comment, entre guillemets, vous profitez de la vie? Est-ce que vous avez le temps, je sais pas moi, de partir, d'avoir des loisirs? Ou vous êtes un peu toujours piégé, entre guillemets, par ces appartements parce qu'il faut Bah, s'en occuper. en fait, au début, on a acheté quelques appartements, puis après on en avait plusieurs, beaucoup plus. Et en fait, je pense que c'est devenu un petit peu une drogue. Parce qu'en fait, bah, on était content d'en racheter un, de refaire des travaux. J'exagère pas, hein, voilà ce que je dis. Après, à l'époque, les enfants, ils avaient 12, 13, 14 ans. C'était compliqué de partir en vacances avec eux, donc on avait renoncé. On avait la maison à côté de Nîmes, il y avait la piscine, tout allait bien, ils étaient suffisamment grands, on pouvait aller faire nos travaux. Et après, bon, on rentrait le soir, on rentrait pas tard, hein. Bon, on partait tôt le matin et à 16 heures, on était à la maison et puis c'était piscine, hein. Mais oui, on était content de faire ça, on était content. Puis on savait, en fait, quelque part, on travaillait pour nous. Moi, j'ai jamais été indépendant, bon, comme toi dans l'informatique. J'ai toujours été salarié parce que moi, ça m'a assuré une sécurité pour avancer d'une autre façon. Ma femme était fonctionnaire, donc voilà, pour nous, c'était une façon de travailler pour nous. Voilà. Ok.
Et alors, donc vous commencez à vendre les studios et à passer à l'étape d'après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y avait la fiscalité, les charges de copro, les vacances locatives sur les studios, donc ça commençait à être compliqué. Et à l'époque, j'ai découvert un truc que je connaissais pas. On pouvait acheter un immeuble de rapport. Alors là, c'est un truc, j'aurais jamais pensé moi que je pouvais acheter un immeuble de rapport. Donc le premier qu'on a acheté, il y avait 3 appartements. Un appartement en bas qui faisait à peu près 55 mètres carrés. À l'étage, il y avait un T1, je sais pas, qui faisait 30 mètres carrés, et un T2 qui faisait 45. Et dans ce T2, il y avait un escalier qui menait au comble, et les combles n'étaient pas aménagés. Et en fait, tout de suite, on a vu une possibilité d'agrandir ce fameux T2, parce qu'en fait, le grenier, il faisait quasiment 60 mètres carrés au sol, quoi. Après, il n'y avait pas une grande hauteur de plafond. On devait avoir 1,80 m, 1,90 m sous la poutre maîtresse, mais on avait quand même possibilité d'avoir une chambre d'enfant, même des chambres de parents, et puis en bas, le T2, au lieu que ce soit une chambre, ça devenait un salon, enfin bon, une salle à manger, il y avait possibilité de valoriser cet immeuble. Donc pour acheter cet immeuble, comme la problématique c'est qu'on était sur des plus grandes surfaces, là on était dans la location nue. Et là, la location nue, on peut pas faire d'amortissement fiscal comme pour le meublé. Donc là, je me suis penché un petit peu sur la question et on a découvert les SCI, les sociétés civiles immobilières. Donc on a monté une première SCI, je crois que c'était en 2011, à l'impôt sur les sociétés, de façon à ce qu'on ne soit pas impacté dans nos impôts par les revenus qui allaient provenir de cet immeuble. Et donc voilà, on l'a acheté, on a monté la SCI et on a commencé à passer aux immeubles de rapport. Et on a revendu progressivement nos studios. Après, j'ai plus tout le détail des années des ventes, mais en fait, on s'en est débarrassé au fur et à mesure. Voilà. Ok. C'est quoi la différence entre un immeuble de rapport et un immeuble tout simple en fait? Ce qu'on appelle immeuble de rapport, c'est un immeuble résidentiel en fait, c'est ça? Où il y a une subtilité qui m'échappe. Un immeuble de rapport, tout immeuble peut être immeuble de rapport. C'est qu'en fait, c'est un immeuble locatif où il y a un seul propriétaire ou bon, plusieurs propriétaires, mais qui n'y habitent pas. Il y a que du locatif détenu par une SCI ou une autre structure. Moi, quand je parle d'immeuble de rapport, à mon niveau, c'est trois appartements. Maintenant, on peut très bien avoir un immeuble de rapport qui fasse 10, 12 appartements, si on a les moyens de l'acheter. La personne a suffisamment de fonds, elle achète un immeuble qui fait 12 appartements et elle les loue. Ça s'appelle un immeuble de rapport. Voilà. Mais oui, quand on parle d'immeuble de rapport, on n'est pas sur de nombreux appartements, du moins pour le commun des mortels. Ok. Et un des avantages qu'on peut lire ou qu'on a déjà vu dans notre communauté des investisseurs heureux sur les immeubles, c'est que du coup, tu as une meilleure maîtrise des charges de copropriété et puis du coup aussi, tu es quitte de te battre en AG vu que c'est toi qui gères l'immeuble en entier. Est-ce que ce sont des avantages que tu confirmes? C'est moi le chef, c'est moi le patron. Voilà. Eh oui, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas d'assemblée générale. C'est les ravalements, enfin les peintures dans les couloirs, c'est moi qui les fais, ça me coûte le prix d'un pot de peinture, et non pas le prix du peintre qui va venir dans un immeuble majoré par les frais du syndic. Enfin voilà. Après, s'il y a des frais sur la toiture, c'est que pour moi, pour le seul propriétaire. Mais tu es maître à bord et en fait, il n'y a pas de charge. Et quand tu regardes un immeuble de rapport, il n'y a pas de charge, en fait, il n'y a rien. Tu payes le foncier, tu répercutes la taxe des ordures ménagères, et je te dis, s'il y a un truc à faire, c'est toi qui le fais, notamment dans les parties communes, mais ça coûte rien du tout. Ça coûte rien et tu payes pas le syndic. Donc effectivement, là, tu augmentes ce fameux cash flow de façon importante. C'est beaucoup plus intéressant un immeuble que un appartement ou un studio dans une copropriété. Après, c'est pas les mêmes implications non plus, ça c'est sûr, hein. Et donc voilà, donc tu fais ton premier immeuble et quelle est la suite? Ah la suite après, une fois que tu goûtes à la SCI, à l'immeuble, tu as du mal à t'en passer. Donc après, on est passé aux immeubles. Voilà. Donc le premier, on l'a acheté en 2011, 2010-2011. Il était à côté de Nîmes, dans un village qui s'appelle Codognan, pour être précis. Et après, on a acheté un... Alors ce premier immeuble, en fait, il y avait 2 appartements qui étaient occupés.
et un appartement au rez-de-chaussée où il a fallu qu'on refasse la cuisine. Mais bon, déjà, avec les deux appartements du haut, en gros, on payait le prêt. Donc l'appartement en bas, c'était le bonus. Donc c'est aussi ça, c'était intéressant, c'était un point fort auprès de la banque. Et après, le deuxième immeuble qu'on a acheté, on l'a acheté sur Vauvert. Et là, il y avait 5 appartements, et il y avait tout à refaire. Donc dans cet immeuble, il y avait un locataire qui était là depuis des années. Donc bah voilà, il était là, ça nous payait un petit peu le prêt, mais pas en totalité. Et donc on a refait intensivement 2 appartements au premier étage, de façon à louer rapidement, parce qu'avec 3 locations, en fait, on payait le prêt. Donc une fois qu'on a refait ces 2 appartements, plus celui du bas qui était déjà loué, on couvrait le prêt. Après, on a levé le pied parce que on est un peu marre. Et après, on a refait les 2 autres appartements qu'on a mis après en location. Alors tout ça, ça a duré un an et demi quasiment, hein, parce que bon, on a mis 6 mois pour on va dire les 2 premiers, et puis après, on a baissé un peu la garde, et puis on a réattaqué après l'hiver. Et donc après, voilà, on avait 5 appartements qui tournaient sur Vauvert, 3 appartements qui tournaient sur Codognan. Et puis après, bah, on a commencé à chercher un autre immeuble quand même, hein. On n'allait pas Alors rester. attends, là, les travaux de ce deuxième immeuble, donc là tu as la Mm. quarantaine bien passée et c'est toujours Oui, vous qui faites les travaux. Donc toi tu fais, on va appeler ça le gros œuvre, c'est peut-être pas tout à fait le gros œuvre, on va dire le gros œuvre et elle fait, on va dire ouais. la finition. Et Non, non, jamais, non, non, non. Au-delà de la finition, parce que si elle écoute notre entretien, après je vais me faire engueuler. Non, 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 non. Ma femme, elle remonte des murs en plâtre. Non, 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 elle fait gros d'accord, travaux mais en aussi. fait, jusqu'ici en tout cas, dans ton histoire, vous faites jamais appel à des artisans. C'est toujours Je vous sais qui pas ce que faites tout. c'est je sais pas ce que c'est qu'un artisan. Je sais pas. Non, parce qu'en fait, oui, l'artisan, c'est beaucoup trop cher. Un artisan, c'est quoi? C'est 800 euros le mètre en rénovation. Enfin, c'est la folie, quoi. Nous, sur les surfaces qu'on a refaites, on pouvait pas se permettre de prendre un artisan, en fait. Je veux dire, nous, on n'avait pas forcément une grosse trésorerie. Après, il y a beaucoup de travaux qui ont été justement financés par la revente d'un studio. Dans le Gard, un studio, c'est 35, à peine 40 000. Donc, tu revends un studio, tu gardes un peu de sous en réserve, en sécurité pour les taxes foncières. Et puis, tu mets 15 ou 20 000 dans les travaux, grand maximum, et tu refais 5 appartements dans un immeuble. Voilà. Euh, mais non, non, mais si tu passes par un artisan, c'est hors de prix. Ok, mais au niveau de la SCI, du coup, tu vas déduire que ce que tu achètes, je sais pas moi, Leclerc Bricolage, etc. Du coup, ton temps, tu peux pas le déduire. C'est Non. Le premier immeuble, on l'a mis dans une SCI. Le deuxième sur Vauvert, on l'a mis en nom propre parce que c'était pas un endroit terrible. Et en fait, voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle moi des machines à cash, c'est-à-dire des endroits où bon, voilà, t'as une population un petit peu difficile, particulière, mais c'est pas de l'achat patrimonial. Donc en fait, on connaît tous le problème de la SCI à l'IS avec les plus-values professionnelles. Donc le premier était bien placé et donc il avait vocation à être transmis, mais bon après ça va pas être le cas, j'en parlerai à la fin. Mais le deuxième c'était une machine à cash et en fait non non j'ai pas mis dans une SCI LS, celui-là on l'a acheté en nom propre, sachant que de celui-ci sur les 5 appartements il y avait 3 T1 donc qu'on a loué qu'on a meublé et 2 autres appartements en location nue, mais on a déduit, parce qu'on avait une multitude de factures de brico-dépôt et autres entrepôts du bricolage, donc on a pu déduire quand même pas mal de frais pendant pas mal d'années, sans être trop embêté, plus les 3 studios meublés en amortissement. En amortissement, donc ça se passait pas trop mal au niveau fiscal, ça allait. Puis je commençais à maîtriser. ok. Tu dis, on connaît tous le problème des plus-values professionnelles avec les SCI, avec l'IS. Ben non, on connaît Oui. peut-être pas forcément tous le problème. Et tu veux le rappeler, c'est quoi ce problème? Ben en fait, quand tu achètes un bien à 100 000, par exemple, la SCI à l'IS fait ce qu'on appelle de l'amortissement comptable. Donc, c'est très, très compliqué. En gros, on amortit 80% du bien, 20% c'est le terrain. Donc, on amortit 80% du bien. Et de mémoire, c'est 2,5 à 3%. Mais après, il y a une ventilation, électricité, plomberie. Enfin, c'est très compliqué. Mais bon, en gros, c'est 3% de la valeur du bien, 3% de 80% de la valeur du bien que tu amortis par an. Ce qui fait que quand tu achètes un bien à 100 000, au bout de 10 ans, je vais pas faire le calcul comme ça, j'ai peur de me tromper, mais donc il y a ce qu'on appelle une valeur nette comptable
Donc la valeur du bien, comptablement, a diminué parce qu'en fait, tu as passé des amortissements qui t'ont permis d'éviter la fiscalité sur la SCI et l'IS. Et par contre, au moment où tu veux revendre, si tu revends ton bien à 100 000, le prix que tu l'as acheté, on va dire, comptablement, il vaut peut-être 50 ou 60 000. Donc, comptablement, tu te prends une plus-value de 40 000, on va dire. Voilà. Mais ça t'a permis pendant 10 ans ou 15 ans de pas payer d'impôt sur la CILIS. Et en fait, il y en a qui, ça le dérange, cette notion de plus-value professionnelle. Mais moi, j'achète à crédit et je revends une fois que je vais payer le crédit. Le crédit m'a été payé par les locataires et la revente m'est payée par l'acheteur. Donc en fait, la plus-value, c'est pas moi qui la paye, c'est l'acheteur qui va la payer quelque part puisqu'il m'achète mon bien. Alors effectivement, je vais pas récupérer mes 100 000 que j'ai pu acheter au début, mais je récupère toujours plus que si bah, j'avais dû payer des impôts pendant 10 ou 15 ans. Voilà, c'est ma philosophie. Parce que au bout du compte, dans la SCI LIS, tu peux faire grossir ton patrimoine sans être impacté fiscalement. Par contre, en nom propre, c'est beaucoup plus compliqué parce que bon, tu as la location meublée, mais il y a des limites avec 32 000 euros de revenus locatifs et en fonction de tes revenus personnels. La location nue, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, tu as l'effet de ciseaux parce que bon, tu t'en prends plein, tu prends des impôts qui remontent, c'est la folie. Donc là, on est dans une structure, ce qu'on appelle une structure opaque, qui fait sa vie. Et derrière, bah, au moment de revendre, oui, bah, tu laisses quelques plumes, mais bah, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Voilà. Ok, bah, il y a un peu la même idée, mais on y reviendra peut-être après, avec les gens qui achètent des SCPI à travers une SCI et en alimentant la SCI avec un compte courant associé qui va être remboursé au fur et à mesure par les revenus annuel de la SCPI et l'idée c'est qu'en fait le remboursement corresponde à peu près strictement au revenu puis que ça s'annule et qu'effectivement tu ne Ouais. payes pas d'impôt pendant toute une période où tu rembourses ton compte courant associé Hmm. mais effectivement à la fin si jamais tu revends les SCPI bah là tu auras des impôts. En gros l'idée c'est de différer l'imposition quoi. Juste un petit bémol, la SCPI, il n'y a pas d'amortissement dessus, puisque en fait, c'est des parts sociales. Et, qu'est-ce que je veux dire? Oui, la rentabilité à 5-6%. Donc, à crédit, c'est pas possible. Mais effectivement, si tu apportes l'argent, oui, ça c'est jouable. Mais à crédit, c'est pas possible. 5-6% sur les SCPI, c'est pas possible. Moi, quand je parle d'immeubles de rapport, on est sur les premiers, on était à 10-12%. Et sur les derniers, j'étais à 18, quasiment 20% de rentabilité. Donc là, c'est magique, quoi. C'est magique. Mais Alors, après, oui, il y a le compte courant associé, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. ouais, tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Là, on en est au deuxième immeuble, donc on va attaquer le troisième. Ouais. Ah, t'as bien étudié, mais je sais plus 200 ou 250 pages de présentation, hein. Donc, le troisième immeuble, c'est en 2013 qu'on l'a acheté. Il est situé en dessous de Nîmes, un peu au sud, à Redescends. Donc là, bon, c'est un peu calmé. C'est un immeuble de 3 appartements. Quand on l'a acheté, il y avait 3 locataires dedans. Donc, on l'a acheté en 2013 et les baux, ils dataient de 1996-98 pour 2 locataires qui étaient dedans, des baux antédiluviens, des gens très très bien, hein, mais bon, qui étaient là et visiblement, ils vont y rester longtemps. Et donc, il y avait une troisième locataire qui, elle, est partie. Et donc, cette troisième locataire, ben, j'ai refait l'appartement parce que l'électricité est plus trop aux normes. J'ai refait la cuisine, la salle de bain. Enfin voilà, j'ai fait les travaux habituels, hein. J'ai changé quelques fenêtres. Et donc, derrière, on a pu le louer plus cher. Mais ce qui était bien dans cet immeuble, il y avait 3 appartements. Surtout, il y avait 2 garages en bas. Ça, c'était bien parce qu'en fait, les gens, bon, c'est une petite ville, un petit village, hein. Mais c'est toujours compliqué de se garer. Et puis bon, il y a toujours une petite angoisse parfois de laisser la voiture dehors. Et puis on a toujours des choses à mettre dans un garage. Donc là, il y avait 2 garages pour 3 appartements. C'était bien. Et là, on devait être sur un 12% aussi de rentabilité. Bon, c'était pas extraordinaire, mais bon, c'est le truc que tu sens, il va tourner tout seul, quoi. Et ça a été le cas, de toute façon. Il a tourné tout seul, celui-là. Ok, et est-ce que ça peut être une stratégie justement d'acheter un bien immobilier qui est déjà loué à des locataires qui sont sur des très vieux baux et qui vont payer des loyers qui sont en dessous du marché, avec l'idée que ben, à un moment donné ils finiront par partir le jour où ils décéderont ou j'en sais rien et que du coup tu Mhm. pourras faire une revalorisation du loyer et du même coup une revalorisation du bien immobilier. Il faut juste être patient. Est-ce que ça te Bah, parle ça? oui, 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 je pense que la bonne approche, notamment quand tu vas sur un immeuble de rapport, voilà, qui est 3-4 appartements, c'est toujours bien s'il y en a 2 ou 3 de louer.
et il y en a un à refaire. Parce que bon, ça te permet d'assurer des rentrées financières, ça rassure la banque et toi, tu peux faire des travaux. Et les locataires, en même temps, quand ils voient que le nouveau propriétaire arrive, il fait des travaux en bas, ils disent: «Oui, bon, il est bien, propriétaire», ils viennent te voir, ça te permet d'échanger avec eux. À un moment donné, ils viennent voir l'appartement: «Ah oui, c'est bien, c'est un 2 pièces et tout. Ah bah, je connais quelqu'un». Et par le bouche à oreille aussi, tu peux louer beaucoup plus facilement, une sorte de cooptation, en fait, qu'en passant des annonces parce qu'en fait, bah, tout simplement, les gens, ils te proposent, ils ont quelqu'un de leur famille ou un ami qui est intéressé ou même la personne qui est dans un tout petit studio un peu vétuste voit que tu refais un T1 et qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se dire: «Bah, tiens, j'irai bien dans le T1». Alors tu t'arranges un petit peu sur le prix, on va dire, mais bon, ça te permet de basculer le locataire sur un autre appartement un petit peu plus grand, quand tu le fais payer un peu plus cher. Tu refais le deuxième appartement où il était au précédemment. Voilà, il y a tout un enchaînement qui peut se faire et je pense, oui, c'est une bonne approche. Mais au début, oui, c'est bien d'acheter un immeuble, quand il y a un minimum de locataires en place ou même si tout est loué et puis après, quitte à refaire des travaux, moderniser une fois qu'ils s'en vont. Ça, c'est la bonne approche. Ça rassure la banque, on va dire, ouais. Ok, et donc là, t'as quand même pas mal d'appartements. Et est-ce qu'on peut dire que t'aimes bien le contact avec les locataires? Parce que j'ai déjà échangé avec des gens qui faisaient de l'investissement immobilier, et il y en a qui disent qu'en fait, ils aiment. Enfin, il y en a qui disent, ah là là, les locataires, c'est chiant, ils m'appellent à 3 heures du matin parce que je sais pas quoi, il y a plus d'électricité ou quelque chose. Mais à l'inverse, il y en a qui disent qu'ils apprécient d'aller voir les locataires de temps en temps, de discuter avec eux, tout ça, que cette espèce de contact humain qui parfois ils ne l'ont plus avec le travail parce qu'ils ont quitté leur travail pour faire que ça. Il y en a qui aiment bien. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ton cas? Oui, j'aime bien, oui, j'aime bien. J'ai locataires, bon, je tutoie pas, hein, mais j'ai des locataires, voilà, je fais la bise, heu, ils savent pas mal de choses de moi, bon, raisonnablement, mais enfin bon, là, les enfants, voilà, combien j'ai d'enfants, enfin bon, des petites choses anodines, mais ils savent quand même des choses sur moi. À un moment donné, oui, tu te confies, tu vas les voir, tu prends le café, c'est tu parles avec eux. Ouais, non, 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 moi j'ai un bon contact avec eux. Alors après, il y en a certains, c'est très compliqué, mais là, c'est forcément du fait du locataire parce que c'est du conflictuel. Mais sinon, les locataires, ils sont relativement tranquilles, ils aspirent à la tranquillité et ils sont contents de te voir. Tu passes, discuter avec eux. Non, non, ça se passe bien. Non, non, moi j'ai pas de souci avec ça. Ok, et à ce stade-là, tu as déjà eu des impayés ou des gens quand ils t'ont dit Bon, bah, ce mois-ci j'ai plus de sous, fais-moi. T'as déjà eu ça? ouais, ouais, non, mais là, on n'a pas fini. Si on commence à parler des impayés, là, c'est pas fini. Bah ouais, faudra bien en parler parce que là, en Non, fait, non, mais si là, quelqu'un qui écoute l'audio, il va retenir ça. Il va te dire, bon, bah, le type, il a acheté des biens sous le marché et il a bossé comme un dingue avec sa femme, sous le marché avec travaux, puis il a bossé comme un dingue avec sa femme pour les réhabiliter. Voilà, il a mis en place des stratégies SCI ou en propre et tout ça. Mais ce qu'on retient, c'est que le type, c'est un bosseur et que ça tombe pas tout cuit d'avoir les rentabilités qu'il indique parce que à chaque fois tu dis ah ben là celui-là on a fait un petit rafraîchissement, on a changé la cuisine, tout ça, bon un petit coup de peinture de temps en temps. Et ouais. ouais, c'est du boulot. Ce qu'on retient, c'est que c'est du boulot et que effectivement tu as un bon contact avec les locataires vu que c'est ce que tu viens de confirmer. Mais on n'était pas là pour vendre de l'immobilier, c'est ce qu'on avait dit. On a dit: «Tout est beau, la vie est rose, il y a pas de problème, il y a pas d'impayé, tu pas un locataire qui va te faire un barbecue, dans ton immeuble, enfin dans ton appartement, t'as pas des traces de chaussures au plafond». Enfin tout ça, c'est du vécu, hein. Voilà. Non, oui, j'ai eu des problèmes d'impayés, forcément, oui, j'en ai eu, mais après, plus tu as l'appartement, moi j'ai jamais pris de garantie, risque locatif. Plus tu as l'appartement et en fait, plus tu dilues le risque, en fait, quelque part. Tu as un studio, le gars il te paye pas 300 €, c'est 300 € de ta poche. Simplement, tu as 10 studios qui te rapportent tous 30 € de cash par mois. Tu en as un qui paye pas, bon, bah, en gros, c'est neutre, tu le vois quasiment pas. Voilà. Après, il faut pas qu'ils te payent pas tous parce que alors là, sinon tu as un gros, gros problème. Mais oui, oui, non, des impayés, j'en ai eu, voilà, c'est des gens, moi, je me souviens, je suis allé voir une locataire une fois, bon, je la connaissais bien quand même. Je suis allé voir, elle me devait des sous, je lui ai dit: «Bon, voilà, vous me payez quand?» et cetera. Elle me dit: «Ah, on prend un petit café, voilà. Bah, j'ai un petit souci et tout, puis, vous auriez pas 20 € à me passer parce qu'il faut que je mette de l'essence dans la voiture?» Enfin, voilà. Donc je venais chercher des sous, je lui ai passé 20 €, je suis reparti. Après, je suis revenu, elle m'a remboursé, mais ce que je veux dire, c'est que
voilà, les gens, on se rend pas compte, mais il y en a certains qui ont des grosses difficultés financières. Il suffit qu'il y ait un problème sur la voiture, sur le frigidaire, et hop, le loyer il saute. Hein. Ils peuvent pas te payer ce mois-ci, hein. C'est pas possible. Les gens, ils ont pas de réserve. Après, c'est vrai que quand tu vas voir un locataire et que sa télé, elle fait 1 mètre de large sur 80 centimètres de haut, qui t'explique qu'il a des problèmes pour finir le mois, là, déjà, il est moins crédible. Mais bon, voilà, après, c'est compliqué de récupérer des loyers parce que quand tu pars en procédure, tu pars avec un huissier. Alors bon, commandement à payer, tu en as pour 200 euros. 2 mois après, tu as encore un truc à payer. Au bout d'un an et demi, tu finis au tribunal. Et puis la personne, bah, là, c'est sûr, elle te paye plus. La CAF, elle paye plus. Et toi, tu payes l'huissier. Et au final, bah, voilà, c'est pour ta poche. Donc, il faut mieux essayer de s'arranger. Voilà, il faut mieux essayer de s'arranger. Quitte, je dirais, à filer un petit billet pour que la personne s'en aille. Et des fois, t'en arrives là. Parce que bon, c'est compliqué. Les lois propriétaires et locataires ne sont pas à l'avantage des propriétaires. Ça, c'est sûr. Hein. Ok. C'est Et donc, vous faisiez des travaux pour que les apparts soient nickel. Est-ce que des fois, il y a un locataire qui part, il vous laisse le truc dans un état un peu dégueulasse, et du coup, avec ta femme et toi, vous êtes dégoûtés, ou vous vous dites, bon, bah, c'est le jeu, et c'est reparti, on refait tout beau, et on reprend un locataire. En fait, comment vous vivez ça mentalement? Parce qu'on a déjà vu sur le forum des investisseurs heureux, où tu as des types, ils ont tout refait l'appart, il est nickel, ils le louent, ils le récupèrent, il faut passer par une agence pour nettoyer le bien tellement c'est devenu insalubre. Ils sont complètement écœurés, puis ils peuvent abandonner. Toi, t'es toujours positif? J'ai pas eu j'ai vu quelques photos qui ont pu tourner. Effectivement, c'était type cataclysmique, quoi, des trucs, bon, dont on va pas parler ici, mais bon, c'était pas très très propre, on va dire. Mais après, oui, j'ai eu des locataires qui n'ont pas rendu l'appartement en très très bon état. Après, bon, voilà, tu sais faire les choses. Tu te dis, bon, allez, je vais en profiter, je vais refaire la cuisine, je vais arranger ça. Enfin bon, là, de toute façon, t'as pas le choix. Je veux dire, t'as quand même un prêt qui tourne. T'as basé une forme de stratégie sur le fait que, bah voilà, sur un immeuble, t'as 2 ou 3 appartements qui te rapportent du cash flow. Donc, s'il y en a un qui est pas loué, oui, tu peux te permettre d'attendre un petit peu. Mais bon, c'est quand même mieux de le remettre en état pour le relouer après. Voilà. Moi, une fois, j'avais fait un studio. J'avais fait un grand plan de travail. Je sais pas, il devait faire 2,50 m ou peut-être ouais, 2,50 m. Et donc, il y avait en dessous la machine à laver, le frigidaire, enfin tout ça. Et donc, pour tenir ce grand plan de travail, j'avais mis des piquets verts de jardinage, les piquets en forme de T, là. Donc, et de chaque côté, j'avais monté un muret pour que pour pas que le plan de travail plie au milieu. Et le gars, il a acheté un grand frigo. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a coupé le plan de travail et il m'a coupé les 2 piquets en acier de jardinage pour aller mettre un frigo qui faisait 1,60 m de haut. Ouais. Et quand j'ai vu ça, il fallait que je refasse toute la cuisine, quoi. Mais il y a des fois, tu te demandes ce qu'ils ont dans la tête, les gens. Hein. C'est hallucinant. Mais bon, c'est pas, enfin, on n'est pas sur les mêmes populations, je veux dire. Nous, on est quand même dans un environnement particulier, et puis t'es confronté à des gens, comme je disais tout à l'heure, qui ont quand même des difficultés. Et ils fonctionnent pas comme toi. C'est trucs, tu dis, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Ouais, oui, parce qu'en fait, toi, ta stratégie, c'était d'avoir des appartements qui étaient, on va dire, pas destinés à une population aisée. C'est ça? C'était. Oui, oui, bah après, tu achètes des appartements pas trop chers parce que c'est dans le Gard, donc c'est un département relativement pauvre par rapport à l'Hérault et à côté à Avignon. Donc oui, les prix sont bas, mais bon, tu as une population voilà, qui tourne pas mal avec la CAF. Donc oui, c'est des gens, il faut savoir les gérer aussi. Moi, j'avais pas mal de gens, c'est les types gitans en fait, des gens qui étaient sédentarisés mais gitans. Et là, c'est des familles, mais c'est immense quoi. Puis alors, ils commencent à faire des enfants à 18, 19 ans. Hein. Donc moi, j'ai eu la mère, j'ai eu la fille, j'ai eu le père de la mère, j'ai eu le frère. Enfin bon. Donc à la fin, ça fait, je sais pas, 7, 8 ans, j'ai passé plus du tout d'annonces quoi. Parce qu'en fait, la personne me dit, ah bah, je vais partir, il y a un tel de ma famille qui reprend l'appartement. Je suis, bah, ok, on fait comme ça, voilà. Et puis voilà. Puis alors, ils savent très bien comment ça fonctionne, la CAF. Hein. C'est tout juste, s'ils t'expliquent pas, bon, bah écoute, tiens, faut que tu me passes tel papier, tu remplis ça, hop, et ils se débrouillent avec la CAF. Ils fonctionnent très bien avec la CAF, ils savent faire ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais après, bon, là, c'est des gens, bon, c'est d'origine un peu gitane, mais c'est des gens très sympas. Moi, ils m'ont invité à dîner, enfin bon, et voilà, des couscous, des trucs comme ça, c'était sympa, hein. Voilà.
C'est Hein, hein. juste du Bah, bon là, rapport tel avec que eux. tu le décris, c'est même un avantage, comme tu le décris, vu que tes appartements sont reloués automatiquement avec des gens de la Ouais. famille, et on Mm. imagine qu'a priori, ils vont pas trop l'abîmer, vu qu'après, c'est quelqu'un de leur famille qui le reprend, entre guillemets. Donc ça. Ouais, ils abîment pas trop, mais enfin, comme il y a des enfants, il y a toujours un petit peu de dégradation. Après, ils connaissent tous plus ou moins le bâtiment. Alors après, c'est vrai que moi, il y a eu des fois, j'ai quand même fait des travaux pour les aider, où il y en a un qui avait des problèmes. Moi, j'avais acheté quelque chose. Je savais que le mari travaillait dans le bâtiment. Il est venu m'aider le week-end. Je lui ai passé un billet. Ça a aidé à payer le loyer derrière. Enfin voilà, bon, on s'arrange aussi un peu. C'est des gens, ils sont toujours dans la débrouille parce qu'en fait, bah, comme je dis, hein, les fins de mois sont difficiles, donc ils sont toujours à essayer de trouver une solution. Et nous, on se rend pas compte, mais je veux dire, bon, peut-être le 20 du mois, il y a plus beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas facile à gérer. Et ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu angoissant quand même, hein. Alors nous, on a d'autres problématiques. Effectivement, voilà, on paye plein d'impôts, on paye plein de taxes foncières, mais bon, on anticipe et on a des revenus qui vont avec. Mais eux, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué pour pas mal de locataires, et pas que ce type de locataires. Même beaucoup de Français aujourd'hui ont quand même des grosses difficultés à payer un loyer. Et le loyer n'est pas devenu la priorité. Priorité, voilà, c'est manger et puis peut-être certains loisirs aussi, je sais pas. Ok. Donc là, on en est au troisième immeuble, donc on va passer au quatrième. Alors, on se dit, mais quand est-ce que ça va Ça s'arrêter? ne finira jamais, Philippe. Donc Alors, le quatrième immeuble, alors là, on a changé de département, on est parti à Béziers. Alors à Béziers, on a acheté un petit immeuble. Pour ceux qui connaissent un peu Béziers, il y a beaucoup de maisons, type petit immeuble, avec un petit rez-de-chaussée en bas pour un garage, un petit appartement en général 3 pièces, et puis un escalier très étroit qui monte à l'étage supérieur, où là on est plutôt sur un T2. Donc on a acheté, nous, un immeuble, on l'a acheté, je crois, 44 ou 45 000 euros, je crois. Il y avait donc un garage en bas, un T3 et un T2. Donc on a tout refait. On a refait le T3, le T2. Donc moi à l'époque on l'a acheté juste avant que je sois licencié et en 2015. Et donc à partir de 2016, sur Béziers en fait. J'allais sur Béziers. Comment je faisais? Oui, je partais le vendredi. Non, je revenais le jeudi et je repartais avec ma femme le vendredi soir. Elle restait le samedi dimanche pour les travaux et elle repartait en Blablacar. Moi, j'avais la voiture et je restais sur Béziers de lundi au jeudi, en fait. Et je revenais une journée du côté de Nîmes, le vendredi, bah, justement pour gérer le locatif, enfin, gérer plein de choses comme ça, voilà. Et donc, on a fait ça pendant quasiment 2 mois. Et donc, on a refait le T3, donc on a tout refait. J'ai refait une dalle en béton au premier étage, changé les portes, les fenêtres, bon, bien sûr, cuisine, salle de bain. Et puis, pareil, à l'étage, j'ai refait toutes les fenêtres, et puis salle de bain, cuisine. Et donc, on l'avait acheté 44-45 000. Et donc, le T3, ça se loue là-bas, en gros, 450-500. Et le T2 au-dessus, c'était les 350-400. Donc, on était quasiment à entre 800 et 900 euros. Donc, on n'était pas loin des 18% de rentabilité. Voilà. Sauf que Béziers, c'est quand même très, très sport là-bas. On l'a loué. On a eu des problèmes dès le début de la location. C'était un type un petit peu. On a loué à deux couples. Un couple au premier étage, ça s'est pas trop mal passé, et le couple à l'étage au-dessus, c'était un jeune. J'ai eu j'avais quelques infos par des personnes placées dans la gendarmerie, et avec son nom et sa date de naissance, il y a eu la prison, il y a eu coups et blessures. Enfin, c'était compliqué à gérer. Donc, à un moment donné, il était pour partir. Les gens du premier étage me l'ont indiqué. Donc, je suis allé à Béziers, j'ai changé les serrures, j'ai tout enlevé, toutes ses affaires, parce qu'il m'avait dit qu'il allait partir. Et je lui ai dit, bah, écoutez, comme ça, la prochaine fois, quand vous revenez, vos affaires sont en bas, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Et après, j'ai trouvé d'autres locataires, une dame, une cinquantaine d'années, très bien. Après, elle a pris l'appartement au premier étage, le 3 pièces, et sa fille a été au premier étage, au deuxième étage. Et après, j'ai pas été embêté. attends, Sauf que dans attends, ce... là, t'es passé un peu vite. En fait, là, ce que t'as fait, c'est illégal quand même, on est d'accord.
Non, j'ai loué à des gens. De Oui, quoi mais tu quand parles? tu Je changes les comprends. serrures, quand tu changes les serrures Mais dans c'était le. pour lui faciliter les choses. C'était pour lui D'accord, faciliter. d'accord. Bon, ben voilà. Je C'est voulais te vrai dire. qu'aujourd'hui, Ouais, je ferais plus ça. Je ferais pas ça. ouais. Non, normalement, tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu as pris un Et j'ai risque pris un juridique. billet. Bon, après, s'il faut, tu coupes, hein, puis voilà. Mais oui, non, mais bon, parce que c'était compliqué. C'était très compliqué avec lui. Les bouteilles qui volaient. Enfin bon, il y a eu de la casse là-haut. Il y a eu beaucoup de casse, quoi. Voilà. Et donc, oui, après, j'ai loué une dame, et puis il y a sa fille au deuxième étage. Bon, j'ai pas de souci, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que cette rue à Béziers, on n'était pas très très loin du centre, hein, des allées Paul Riquier, mais c'était quand même, ça devenait quand même pas mal gangréné par la drogue. Donc ça a été compliqué à revendre. Pour te dire, j'ai trouvé un agent immobilier indépendant, une dame d'origine maghrébine, qui en fait, bah, ça s'est fait comme ça, hein, j'ai pas cherché. Et en fait, en bas de l'immeuble, il y avait des jeunes qui squattaient avec le canapé, et puis ils vendaient ce qu'il fallait. Et donc elle a été les voir, elle a su leur parler. Et donc, bah, elle avait leur téléphone et elle disait, bon, bah voilà, je vais avoir une visite dans 2 heures. Est-ce que vous pouvez enlever le canapé et puis vous faire discret le temps que je fasse la visite? Enfin, voilà, quoi. Donc, on en était arrivé là, dans cette rue-là. Donc, c'était devenu très, très compliqué et j'étais content de vendre, quoi. Très content. Et Ok, parce que. celui-ci, Ouais, j'ai pas jusqu'ici. gardé longtemps. J'ai gardé 4 ans et demi, à peine 5 ans, en fait. Ok, parce que les trois précédents, tu les avais encore ou tu avais déjà fait une petite Oui, rotation? oui, j'avais encore les autres. Oui, oui, j'avais encore les autres. Alors, donc là, on en Ouais. est à quatre. Donc le Allez, quatrième. encore un, encore Il y un. en a encore un. Bah ouais, j'en ai cinq là sur Voilà. ma liste. Ah, mon dernier petit bébé, voilà, c'est Alès. Là, alors là, c'était la consécration, 6 appartements intégralement à refaire, 300 mètres carrés d'immeuble. Donc, on l'a acheté 120 000 à Alès. Et en fait, l'agent immobilier nous a dit, voilà, il y a 20, en gros 20 000 euros de travaux par appartement. Donc, ça doublait le prix, quoi. Bon, bien sûr, nous, on n'est pas passé par un artisan. On a fait les travaux. Et en fait, bah, celui-ci, alors c'est une super machine à cash, puisqu'en fait, j'ai à peu près 700 euros de crédit mensuel et j'ai 2005 de revenus locatifs mensuels. Donc voilà, il suffit de faire le calcul. Ça fait quand même une belle culbute. Et donc, Précédentes. bah, celui-ci, c'est pareil, il va être vendu là prochainement. Enfin, je suis en train de tout revendre de toute façon. Mais on a beaucoup, beaucoup bossé aussi sur celui-ci parce que bon, il y avait beaucoup de choses à faire, hein. C'était Ouais, alors on est passé un peu vite, mais il y a eu une période de. Là du coup, t'es plus informaticien, vu que tu as été non, depuis licencié. Donc 2015. là, t'es à plein temps, en fait, Ouais, enfin, t'as la possibilité d'être à plein temps sur les travaux, là, 2017. Ouais, depuis le quatrième 2017 à immeuble. l'Est. J'ai encore le chômage et donc ça me permet d'avoir du temps et des revenus. Et donc, bah, une fois que cet immeuble de 6 appartements était fini à l'Est, là, moi, j'étais totalement indépendant financièrement. Il n'y avait plus de soucis là. Même Ok. si ça tendait à le devenir, mais là, après, là, c'était le coup de boost puisque c'était plus de 1800 euros de loyer mensuel que j'avais en plus, quoi. Ouais, 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 mais pour bien qu'on se rende compte, parce que là, tu dis, ah, oh, bah, évidemment, j'ai refait les 6 appartements avec ma femme, Hum, etc. En fait, hum. ça représente quelle charge de travail? En gros, comment ça se passe dans la réalité? Est-ce que tu vas aller bosser 40 heures dans la semaine à faire du bricolage pendant je Ah sais pas non, moi, combien de semaines? déjà, je suis aux 35 heures, moi, déjà. Ah ouais, non, mais dis-nous concrètement comment ça se passe pour vraiment qu'on se rende compte que, il y a un petit écart entre les influenceurs YouTube tout beau, tout joli et la réalité, en tout cas là dans la stratégie que toi tu as mis en œuvre. C'était quelle charge de boulot pour ce cinquième immeuble? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, bon, après, tu as tendance à occulter le temps que tu passes, tous les problèmes. Mais en temps de travaux, je sais pas. C'est parce que bon, là, c'était un immeuble dans lequel il y avait une chambre froide en béton avec du ferraillage. Donc, il a fallu que je pète ça à la masse. Je m'ai pris 2 jours à taper comme un bourrin là-dedans pour arriver à péter ce mur, pour arriver à en faire un appartement. Il y avait des appartements, effectivement, il y en avait un seul qui était à peu près correct. Mais les 5 autres, tout refaire, hein. Enfin, je crois que j'avais dû poster des photos, je me souviens plus. Mais tout refaire après refaire un immeuble, bon, une fois que tu as un peu de recul, c'est relativement facile parce que je veux dire, tu mets les outils dans un appartement. Moi, j'arrive, je pète tout, cuisine, salle de bain, etc. Je mets des bouchons d'arrêt partout et je mets un robinet temporaire pour avoir l'eau froide. Et après, madame arrive, elle commence à ranger les murs, les plates, tout ça.
Après, moi, enfin, auparavant, moi, j'avais quand même fait l'électricité et la plomberie, et elle arrive, elle fait comment ça s'appelle, les murs. Et après, moi, je passe sur un autre appartement, je fais la même chose. Après, je reviens là où elle était avant, je commence à monter la cuisine. Enfin, tu vois, on tourne sur plusieurs appartements. Et c'est beaucoup plus facile que d'être à deux dans un petit T1 à faire les travaux parce que tu te marches dessus, tu sais pas où mettre les outils, c'est compliqué. Donc oui, ça reste du boulot. Après, en temps, je sais pas, franchement. Ouais, mais Sur ce- quand on fait du bricolage, des fois, il y a plein de tâches où si t'es pas deux ou trois, eh ben, c'est super galère. Et donc, il y a des Oui. fois où tu gères avec ta femme, où tu te fais aider par quelqu'un, voire tes enfants, vu qu'ils commencent à avoir l'âge. En Ouais, fait, comment tu non, gères bah, les tâches où il faut être deux, les quoi? enfants, ça a été, j'aurais voulu leur montrer, mais bon, ça a été compliqué. Bon, ils ont pas trop accroché, je dirais même qu'ils ont pas du tout accroché. Donc, on a continué de notre côté. Après, c'est vrai qu'une troisième main, une quatrième main, et des fois, je lui demandais qu'elle m'aide, bien sûr. Tu as besoin de tenir quelque chose, et puis il faut que, je sais pas, quelque chose tu veux fixer, et puis il faut que tu tiennes en même temps le marteau, et puis le clou. Bon, il faut trois mains, donc tu peux pas. Mais oui, après, on s'aidait. Mais je te dis, on tournait d'appartement en appartement. Après, le temps de réalisation, sur celui-ci, ça n'a pas été trop intensif, mais je crois qu'on a dû mettre 9 mois à refaire les 6 appartements, à peu près, 9 mois, un an, quelque chose comme ça. Parce que, bon, après, on commençait aussi à fatiguer. L'immeuble, il y avait 2 étages, donc moi, je me suis aperçu que monter les sacs de ciment au deuxième, ça commençait à faire lourd. Euh, voilà. Donc, oui, c'était en 2017, donc c'était il y a 7 ans, j'avais 50 ans à l'époque. Donc, tu commences à t'apercevoir que tu as moins d'énergie peut-être que 10 ans auparavant. Donc, oui, je crois qu'on a mis 9 mois. Après, j'avais déjà plus ou moins des personnes que je connaissais qui étaient intéressées, donc pour louer un appartement. Donc, on en a refait un, elle s'est installée dedans. Après, on a refait un deuxième, elle a basculé sur le deuxième parce que le premier était trop petit. Elle nous a trouvé quelqu'un pour le premier appartement, donc on avait deux de loués, donc deux de loués avec 700 de remboursement, on était bon déjà, on couvrait le crédit. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop forcé en intensité, et on a plus fait sur la durée. Alors après, voilà, 9 mois, un an, mais c'était pas 40 heures par semaine, hein. Je dirais qu'on y allait 2, 3 jours par semaine, et puis après, le reste, on avait 4 jours, on lâchait du lest, hein. Ok. Mais donc, il n'y a jamais, à ce moment-là, quand tu commences à générer pas mal de cash flow avec toutes tes opérations immobilières, tu t'es pas dit, bon, pour un coup, je vais me faire aider un peu d'artisan et les factures, ça me fera des frais sur, je sais pas quoi, la SCI ou quelque chose. Et au final, ça me Mhm. coûtera pas si cher parce que fiscalement, je m'y retrouve. Tu étais toujours sur la même logique. Non, c'est quand même trop cher, ces artisans. Je préfère tout gérer moi-même. Ben, ce qu'il y a, c'est que, je sais pas, tu vas payer, je sais pas, on va dire, tu payes 30% d'impôts. Tu vas passer une facture de 10 000, tu vas déduire 30% de tes impôts. Donc tu vas quand même payer 7 000 de plus. Alors que moi, si je fais les travaux, je sais même pas si ça va me coûter 3 000, peut-être 3 000, 4 000, je sais pas. Et ces 3 ou 4 000, je les déduis. C'est, voilà. C'est, ouais, non, non, puis les artisans, non, c'est franchement, et puis bon, déjà, faut les trouver. Et puis, c'est quand même des tarifs prohibitifs, hein. Franchement, Je vois. Et alors, j'ai déjà rencontré quelqu'un que j'étais dans un truc Airbnb, c'était une chambre, la chambre était magnifique et tout, et j'avais discuté avec le propriétaire au moment du petit déjeuner le lendemain, et il m'expliquait que effectivement, lui, il achetait des grandes maisons, il les retapait, et après, il louait les chambres en Airbnb, puis de temps en temps, il finissait par les revendre, et je sais plus, il avait fait l'opération une dizaine de mm, fois. Sauf que il me disait qu'il avait mal partout, en fait, parce qu'il avait mm. tellement fait de bricolage. Il disait, j'ai pas une partie du corps où j'ai pas mal parce qu'en fait, j'ai trop fait de bricolage. Et toi, au niveau santé, parce que c'est quand même important de le prendre en compte dans la stratégie, est-ce que tu as des séquelles ou des douleurs du fait d'avoir fait tous ces travaux? Je dis un exemple, Vraiment, ceux qui font plein de carrelage, des fois, ils finissent par avoir mal aux genoux en permanence, tu vois. mm. C'est gentil de t'intéresser à ma santé, mais, Il faut prendre mais en compte tous les aspects. toujours est-il que c'est vrai qu'à un moment, j'avais souvent mal au dos, effectivement. Parce qu'effectivement, bah voilà, quand tu portes des sacs de sable, de ciment, de plâtre, c'est lourd. Euh, quand tu fais la colle pour le carrelage, avec la colle et l'eau, ça fait quand même des poids importants. Même les paquets de carrelage, je sais plus combien, il y en a 8 ou 10, faut se les porter. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, j'avais quand même mal au dos. Je me souviens, bon, moi j'avais travaillé sur Nîmes en moto,
Et en fait, il y a des fois, j'avais mal au dos, donc je prenais un petit comprimé avant de partir vers à midi. Je prenais un comprimé vers 11h30 pour un anti-inflammatoire, un antidouleur pour pouvoir rouler parce que je pouvais pas rouler en moto, quoi, sinon ça me faisait trop mal. Mais maintenant, aujourd'hui, non, j'ai pas mal au dos. Franchement, j'ai pas de séquelles majeures. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais souvent mal au dos. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Ok. Et ta femme aussi, elle est en bonne santé? Le problème, c'est plutôt le problème du plâtre et des enduits. En fait, il faut lever, et la peinture, il faut lever le bras. Et souvent et longtemps, elle a une tendinite et mal à l'épaule, des inflammations. Enfin bon, je suis pas un médecin spécialiste, mais il y a des fois, elle a du mal à lever le bras, notamment le bras droit, quoi. Parce qu'en fait, bah, là, elle fait peut-être un faux mouvement et ça réveille une douleur latente qu'il y avait auparavant. Oui, oui. Ouais, ouais, je vois. Mais parce que j'y pense, parce que des fois je discute avec comment dire, ceux vers chez moi qui taillent les haies. Tu vois, on se dit, bon, bah, tailler les haies avec la machine, bon, voilà, on pense pas que c'est le truc le plus dur qui soit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les tailles de haies, ça se fait toujours à peu près à la même période dans l'année. Et donc, du coup, bah, ces gens-là, il y a des périodes dans l'année où ils vont passer plein de tondeuses et ramasser des feuilles, on va dire. Et il y a des périodes dans l'année où ils vont faire que de tailler des haies pendant toute la journée et tous les jours pendant plusieurs semaines, ils font que tailler des haies. Et évidemment, bah, ils ont des tendinites Ouais. aux deux épaules, enfin, ou une épaule, je sais pas, mais en gros, pendant Mais, cette période-là, ils ont plein de tendinites. Et de la même façon, j'avais discuté à un type qui, à un moment donné, lui montait des cheminées. Donc, quand il montait des cheminées, il disait qu'il avait mal au dos, donc il avait arrêté. Et finalement, il faisait beaucoup de ramonage. Mais maintenant qu'il faisait du ramonage, ben, il est mal aux épaules parce qu'en fait, hmm. monter le truc là, j'ai oublié comment ça s'appelle, vu que moi, Le contrairement à toi, hérisson. C'est le voilà, hérisson. monter le hérisson, vu que moi, c'est le contraire de toi. Je sais rien faire de mes mains. Vu qu'à monter le hérisson à la force de l'épaule, ben, le dos c'était bon parce qu'il portait plus de lourdes charges, mais maintenant ben, il avait mal aux épaules quasi en permanence à cause de ce truc-là. Surtout que les ramonages, ça se fait souvent à la même période de l'année. Donc c'est pour ça que je voulais bien insister sur ce Mais, point-là pour montrer que voilà, il y a quand mais, même des corollaires à faire beaucoup mais de bricolage, quoi, entre guillemets. pour ceux qui se rendent pas compte de ce que c'est que de faire les travaux, chez eux, ils ont qu'à juste repeindre un plafond, par exemple, tu vois. Essaye de repeindre un plafond, pas avec une perche, hein, mais juste avec un rouleau. Mais moi, j'y arrive pas, je tiens pas, j'ai le bras démonté, démonté. Ça fait super mal au bras, quoi. Je préfère porter du lourd que d'aller repeindre un plafond. Donc effectivement, voilà, quand on fait certains mouvements, au bout d'un moment, bah, on en paye les conséquences, hein. Mais bon, qui n'a rien, enfin je sais plus ce que c'est que l'expression, mais qui ne fait rien n'a rien. Enfin voilà, c'est après, si c'est pour se dépenser, se crever au boulot pour un patron, bah moi je préfère le faire pour moi. Surtout qu'après, bon bah tu en tires un bénéfice quand même, puisque bon après je suis à la retraite depuis quasiment, enfin j'ai arrêté de bosser en 2015, ça va bientôt faire 10 ans l'année prochaine. Quand même, bon ça va, ça valait le coup on va dire. Voilà. Ouais, là, on y reviendra un petit peu après sur les aspects financiers, mais on va finir sur tous tes biens locatifs, surtout que l'heure tourne. Donc là, on a fait On ne 5 doit pas immeubles. faire plus de 2 heures là, il faut pas faire plus On que le peut faire deuxième, autant hein. qu'on veut. Ah bon? Le modèle, c'est Thinkerview. Des fois, il fait des podcasts de 3h30. Mais bon, après, est-ce que les Allez, gens vont allez, on y écouter va. jusqu'à 3h30? Je ne sais pas. On y va. Alors, donc, tu as fait tes 5 immeubles de rapport et après, tu Ouais. es passé à autre chose. Et donc, c'est pour ça que je voulais te rendre la parole sur ce sujet. Alors, je suis passé à autre chose, et surtout, après, j'ai changé de région. J'ai déménagé. J'étais du côté du Gard, dans le Gard, à côté de Nîmes, et on a migré en Haute-Savoie quand ma femme s'est retrouvée à la retraite et moi, indépendant financièrement. Donc, on a changé parce qu'on voulait changer de région, on voulait voir les saisons passées. Moi, on a vécu en Normandie, on a vécu dans le sud, on s'est dit on va aller à la montagne. Voilà, ça change. Et puis, bon, voilà, on n'est pas très loin de la Suisse. Bon, on est bien. Voilà. Et donc après, voilà, j'ai pas mal il me restait quand même pas mal de locatifs dans le Gard que j'ai commencé à revendre. Et normalement, les deux derniers immeubles, là, si on parle d'Alès et de Codognon, les deux derniers vont être vendus le mois prochain, là, avant Noël, vers le 20 décembre. Et attends, comment tu gérais du coup la gestion locative à distance avec les Non, résidents? T'avais délégué ou t'étais toujours dans la même stratégie qu'avant? c'est moi qui gère. On est arrivé ici en 2021, ça fait plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je gère tout à distance. Donc, il y en avait 6 sur Alès, 3 sur Conan, 12. Je devais en gérer une quinzaine, 18 à distance. Mais après, j'ai commencé à vendre. Mais bon, quand on est arrivé ici, enfin, en Haute-Savoie, je gérais encore entre 15 et 18 à distance. En fait, dans chaque immeuble, j'ai ce que j'appelle, moi, un référent, c'est-à-dire un locataire sur lequel je peux faire confiance.
et qui me dit ce qui se passe, s'il y a un problème. Enfin bon, là, je suis au courant. Et donc, j'ai un locataire, notamment sur Alès, qui m'a fait rentrer des locataires, des gens qu'il connaissait. Et donc, sur Alès, là, aujourd'hui, sur les 6 locataires, il y en a que 2 que j'ai vus. Les 4 autres, je les ai jamais vus, en fait. Voilà. Mais il me les a fait rentrer, donc j'envoie l'état des lieux à remplir, le bail, et il me renvoie signé par le locataire qui rentre. Voilà, je gère comme ça. Ok, cool. J'ai- Et là, quand tu dis que tu les revends, et donc tu revends pas les immeubles en entier, tu fais des ventes à l'unité des appartements, c'est Non, ça? non, Non. non, non, je revends les immeubles. Je Ah, revends les ok, tu immeubles. revends les immeubles Non, entiers. je fais pas Ok. la vente à la découpe, faut faire passer le géomètre. Il y a des immeubles, il y a des problématiques parce qu'en fait, il y a pas de compteur, comment ça s'appelle, pour les parties communes, pour l'électricité des parties communes. Donc, c'est piqué sur un appartement, donc je fais un abattement sur les charges aux locataires sur qui on prend l'électricité des parties communes. Il y a les appartements, enfin, il y a des immeubles où en fait, il n'y a pas de compteur d'eau individuel, c'est des compteurs divisionnaires, donc c'est compliqué à vendre à la découpe, ça, parce que derrière, faut presque monter une copro avec un compte copro pour avoir comment ça s'appelle, un compte en banque pour la consommation d'eau. Non, non, je peux pas m'embêter avec ça. Moi, je revends, les gens, ils font ce qu'ils veulent derrière. Non, non. Ah, ok, Je ok. dirais que j'ai suffisamment gagné avec les immeubles pour pas aller m'embêter à repartir sur de la découpe. C'est trop compliqué. Je Puis comprends. je connais pas, je sais pas faire ça, je sais pas faire. Alors, passons aux locaux commerciaux. Ah oui, ah bah oui, j'avais oublié ça, le commercial. Oui, eh bah le premier local commercial que j'ai acheté, c'était en 2016. C'était à côté de Nîmes, à Millau, en fait. C'est un local de coiffure, un petit local. Parce que je m'étais dit, bon, bah, c'est bien, les locaux commerciaux, j'ai commencé à regarder. Le locataire, il s'occupe de tout. Si le chauffe-eau tombe en panne, il le remplace. Enfin, bon, tout va bien. Moi, je m'occupe des murs et du toit. En gros, c'est tout, quoi. Donc, j'ai pris un local commercial. Coiffure, je me suis dit, coiffure, c'est bien, parce que bon, c'est une activité pérenne, a priori. Les gens ont toujours les cheveux qui poussent. La coiffure, t'as les coiffeurs, ils achètent le fonds de commerce, ils revendent le fonds de commerce à un autre coiffeur. Donc, voilà, t'es pas trop embêté. Il y a déjà le matériel dans les murs. Donc voilà, j'en ai pris un. Et puis j'en ai pris un autre. Alors c'est du côté d'Agen, là, à Pont-du-Casse, là. J'ai pris 2 locaux qui étaient l'un côte à côte. Il y avait un coiffeur et un opticien. Le coiffeur est toujours là. L'opticien est parti, je m'en doutais parce que le gars il commençait à être un peu âgé. Et en fait, j'ai loué à un gars qui a monté une agence immobilière dedans. Pareil, je l'ai fait à distance, je l'ai jamais vu. Voilà. Et après, ce local-là, je lui ai revendu à lui il y a 1 an de ça, même pas. Il me reste encore donc ce fameux local commercial de coiffure à Pont-du-Casse. Et celui de Millau, je l'ai revendu aussi. Et puis, j'ai arrêté les locaux commerciaux parce que, bon, suite à l'histoire des confinements, de tout ça, quoi, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément pérenne les locaux commerciaux. Donc, voilà, j'ai levé le pied dessus. Voilà, j'ai D'accord. arrêté. Et en termes de rentabilité locative, donc là, évidemment, tu avais beaucoup moins de boulot de travaux à faire et tu étais sur quelle rentabilité par rapport à tes Ah, bah immeubles de là, rapport? là, on descend, les locaux commerciaux, c'est quoi? C'est allez, 8%, 16, 7, 8, 9%, quoi. Pas plus, quoi. Mais bon, normalement, t'es pas embêté parce que, en fait, bah voilà, t'es en face de toi, un locataire qui s'appelle une société, qui a une activité, c'est son travail, bon. Donc, si ça fonctionne pour lui, il a tout intérêt à te payer. Après, si ça fonctionne pas pour lui, bah, tu te retrouves sur les mêmes problématiques. De toute façon, t'es pas payé, ça, c'est clair, hein. Faut pas rêver. Avec un ami, on a monté une SCI, on a acheté un local pareil de coiffure sur Dreux. Et là, depuis qu'on l'a acheté, on est que des problèmes, quoi. Locataire, le premier, il est parti. Le deuxième, il est resté très peu de temps. Le troisième, il nous a pas payé. Et là, on en a un quatrième qui arrive, là. J'espère qu'on sera pas trop embêté. Donc oui, les locaux commerciaux, ça peut être bien si l'activité fonctionne bien, si c'est pérenne. Après, si c'est pas le cas, Ouais, mais c'est justement là c'est le problème. pour la coiffure, apparemment, il y a trop de salons de coiffure actuellement en France. En fait, il y a des difficultés Ouais, chez les ouais, ouais, coiffeurs. ouais. Ouais. Bah, il y a de plus en plus de coiffeurs et coiffeuses indépendants qui viennent avec leur voiture. Le coiffeur, qu'est-ce qu'il va s'embêter à payer 300, 400 euros le loyer? Il prend sa voiture, il prend sa paire de ciseaux et il se promène et voilà, il passe une annonce chez le boulanger et c'est réglé. Il n'a pas besoin dans l'absolu d'avoir des locaux. J'entends pour les coiffures hommes, hein. Après, les coiffures femmes, bon, c'est peut-être plus compliqué. Il y a bon, les permanentes, tout ça. Mais pour les coiffures hommes, c'est pas. Donc Ah, oui, je pense que les coiffeurs établis, ça va décliner, je pense, ouais. ok. Donc là, on a vu les immeubles de rapport, les locaux commerciaux. Est-ce que tu as investi dans d'autres choses en direct en immobilier? Oui,
Oui, tu fais bien de me rappeler parce qu'il y en a tellement, j'oublie, moi. Et en fait, voilà, suite à une multitude de problématiques au niveau de l'immobilier, les DPE, j'en ai parlé un petit peu de comment ça s'appelle, l'audit énergétique de l'immeuble quand j'avais vendu l'immeuble de Redescend. L'autre fois, là, j'ai eu un certificat de conformité à établir pour les évacuations d'eau. Enfin bon, ça devient épuisant tout ça. Donc, je me suis dirigé, depuis qu'on est en Haute-Savoie, vers les résidences de tourisme. La résidence de tourisme, c'est un truc, c'est génial, ça te rapporte 5-6%, mais tu payes pas de... En fait, tu n'as pas de problème dessus. Tu n'as pas de problème majeur, c'est un bail commercial, t'es pas embêté. Après, c'est pas des rentabilités fantastiques, c'est sûr. Et il faut bien regarder la résidence que tu achètes, parce qu'en fait, moi, je regarde sur Google les avis, je regarde ces choses-là, parce que bon, il y en a certaines qui sont un peu fatiguées, donc bon, les gens, ils se plaignent de la saleté, de la vétusté, donc il faut bien regarder. Mais c'est vrai que c'est reposant et c'est aussi dans une optique de plus du tout avoir à gérer si éventuellement un jour on devait s'éloigner de la France. Tu gères tout à distance, il y a pas de problème, quoi. Voilà. Je suis un petit peu étonné de ton chiffre de 5-6% parce que vers chez moi, il y a justement un Pierre et Vacances et qui tourne pas mal au niveau de Mm. la location. Mais les appartements du Pierre et Vacances, quand ils sont mis en vente, en gros, le calcul, c'est du 4% de rendement. En fait, tu vois, ils se basent sur le loyer commercial Ouais. qui va être payé par Pierre et Vacances. Et en fait, c'est 4% en fait la règle. Et depuis des Bah, années, c'est peut-être, toujours 4%, quoi. je ne connais pas Pierre et Vacances, mais c'est peut-être parce que ça s'appelle Pierre et Vacances. Moi, j'en ai, c'est des noms pas connus, j'en ai, c'est Apart City. Donc, peut-être ça dépend des gestionnaires de locaux, et puis enfin de ces immeubles. Puis ça dépend aussi peut-être des emplacements. Mais effectivement, c'est un peu comme les SCPI. On est en gros entre 4, 4,5 et allez, 5,5, 6. C'est comme les SCPI de toute façon, les rentabilités, hein. Mais justement, Mais j'en justement, ai, j'en pourquoi, ai, oui, j'en ai à 5, 5,5, quoi. justement, pourquoi être allé là-dedans où a priori le risque locatif est moins dilué que dans une SCPI, alors que finalement les rendements sont assez proches. Ah, parce qu'on peut faire de l'amortissement comptable, puisque je les ai achetés par des SCI LIS. Donc, on peut faire de l'amortissement comptable, donc on diminue la fiscalité de la SCI, tout en ayant dans cette SCI aussi des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qu'on appelle la pierre papier, hein. Et en fait, voilà, ça, j'ai un peu de physique, un peu de pierre papier, ce qui permet au niveau fiscal d'amortir un petit peu, de limiter un petit peu la fiscalité, voilà. Voilà. Et puis, c'est presque plus facile à revendre que des SCPI, parce que les SCPI, bon, c'est compliqué à revendre, dans le sens où bah, c'est pas quelque chose de physique, donc il faut vraiment trouver un acheteur, donc c'est plus compliqué. Plus compliqué. Ok, tu t'es pas essayé au bureau? Non. Non, je me suis pas essayé au bureau. L'ami avec qui on a acheté donc le local sur Dreux, lui, il est pas mal dans les bureaux. Il m'en a parlé, mais c'est pareil, les bureaux, voilà, depuis 2020-21, je suis une petite réticence. Je suis pas certain que c'est déjà ou c'est très cher ou alors c'est pas forcément bien placé et je me sens pas sur les bureaux. Je le sens pas. Et Ok. puis bon, ouais, je veux quelque chose de tranquille maintenant, beaucoup plus tranquille. Ouais, c'est ça. C'était ce que je voulais dire. En fait, là, le chemin a évolué, je sais pas, en même temps que tu étais plus âgé ou en même temps que Ouais, il y a eu de plus en plus d'administratifs. Et du ouais, coup, là, l'idée, c'est d'avoir des choses qui tournent ouais, plus tout seul que par le passé et ouais. moins de paperasse et moins de risques de changement juridique. C'est ça? Tout à fait. Et moi, quand j'achète quelque chose, par exemple, le dernier à l'Est, là, qui est sur quasiment 20% de rentabilité, je vais le revendre le double du prix que je l'ai acheté. Donc, je peux me permettre, avec l'argent récupéré, d'acheter des choses à 5%. Globalement, je m'y retrouve à peu près. Je suis quasiment à 10%, en fait, puisque je divise ma rentabilité par deux. Donc, je suis pas trop mal. Moi, je cherche plus aujourd'hui des grosses rentabilités. Je les cherchais au début parce que j'avais des prêts à couvrir. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, je passe plus sur des rentabilités plus faibles, sachant que je revends certaines choses beaucoup plus chères. Donc, l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Effectivement, oui. Après, tout ce qui est résidence de tourisme, derrière, voilà, t'as Pierre et Vacances, t'as Apart City, enfin, j'ai plus tous les noms en tête. Mais c'est aussi des forces de lobbying auprès du gouvernement pour éviter
peut-être des contraintes trop importantes sur leurs activités. Alors que nous, simples particuliers qui faisons de la petite location, ben, on se fait matraquer, quoi. Euh, c'est des lois, en veux-tu, en voilà. Enfin, il y a moi, là, je prends des taxes d'habitation sur un logement, encore une fois à l'Est, parce que bah, le locataire, il n'était pas là au 1er janvier, donc il y en a un qui est parti fin novembre, le temps que j'arrange un peu, enfin que je fasse arranger, parce qu'il y a eu des petits dégâts aussi. Je sais pas, j'en ai retrouvé un, je crois que c'était début mars que j'ai retrouvé. Et ben voilà, ben, je prends 600 euros de taxes d'habitation. J'ai demandé un dégrèvement, mais j'y crois pas du tout. Après, j'ai aperçu aussi qu'il y avait des taxes sur les logements vacants. Bon, moi, j'ai pas cette chance-là encore. Mais voilà, c'est constamment, tu payes de partout, quoi. Ça devient épuisant, quoi. Épuisant. Mhm. Euh, est-ce que est-ce que tu dirais que là, ton parcours aujourd'hui, il pourrait être reproductible par un jeune qui n'en veut et qui est bon en bricolage, mais avec une stratégie qui serait proche de la tienne et en se disant que les biens qu'on achète avec une décote maintenant, ce seraient ceux qui ont un DPE pourri. Et en fait, dans le temps, enfin, toi, t'achetais des biens qui étaient complètement à refaire, mais là, on pourrait dire, on achète des biens avec un DPE pourri qui sont complètement à refaire et qui ont une décote, et puis finalement, on reproduit plus ou moins la stratégie que tu as eue. Ou alors, tu penses qu'il y a trop de contraintes administratives et que vraiment, c'est la galère, le résidentiel aujourd'hui? Je maîtrise pas, moi, les travaux à faire pour pour sortir du DPE F ou G. Ça, je maîtrise pas trop. Effectivement, il y a une société du côté d'Avignon, qui s'appelle Kianeos, qui m'avait contacté, enfin, via l'agent immobilier pour l'immeuble d'Alès. Après, bon, ils n'ont pas donné suite. Mais eux, c'est une société type SCPI qui est relativement jeune et justement qui achète des immeubles avec des mauvais DPE, qui les remet aux normes écologiques, enfin tout ce qu'on veut, et qui les revend beaucoup plus cher. Mais tous ces travaux, j'en ai vu sur le forum qui se lançaient là-dedans. Moi, je connais pas, mais la loi change tellement. Bientôt, on pourra plus louer les F et G. Après, ça sera les lettres suivantes. Non, moi, je sais pas si on peut le faire. Aujourd'hui, un jeune qui se lance, je sais pas comment il peut faire. Franchement, faut y croire parce que autant l'immobilier, je pense, ça a été porteur pendant ces 20 dernières années. Maintenant, ça devient impossible à gérer, quoi. D'autant plus que la mentalité, je pense, des locataires a beaucoup changé. L'histoire de tout ce qui est CAF, à un moment donné, j'avais aperçu qu'ils voulaient donner directement l'argent au locataire, enfin tout regrouper pour le locataire. Si tu commences à donner beaucoup d'argent au locataire, tu es sûr de ne pas avoir le loyer, toi, derrière, ça c'est sûr et certain. Non, j'ai aussi vu pour les ventes, s'il y a un diagnostic électrique qui est mauvais, le propriétaire se doit de faire les travaux avant de vendre. Mais ça veut rien dire, quoi. Dire. Celui qui va acheter, peut-être qu'il veut tout refaire l'appartement. Donc toi, tu vas faire quoi? Tu vas changer les 3 disjoncteurs, enfin tout ça pour que le diagnostic soit bon, un diagnostic électrique, pour que le gars qui va acheter, il va tout casser, tout refaire. Enfin voilà, ça devient absurde. Tout ça devient absurde, quoi. Ok. Et alors, je te pose une question un peu bizarre, mais comme on a déjà eu le cas aussi sur le forum, donc tu as beaucoup travaillé quand même pour construire ce patrimoine immobilier. Là, du coup, tu te retrouves avec un beau patrimoine, tu pourras nous détailler le chiffre si tu veux. Tu es dans ta belle maison voilà, à la montagne. Tes enfants, ils sont partis, si j'ai bien compris, parce qu'ils doivent être suffisamment âgés. Est-ce que Ouais. des fois tu t'ennuies un peu parce que finalement tu es moins dans le jus qu'avant et que bah, tu es à la campagne, on va dire, à la campagne montagneuse, mais à la campagne par rapport à avant? Ou est-ce que toutes tes journées sont bien remplies et tu es un retraité précoce heureux? En fait, comment tu vis cette espèce de ce changement? Bon, on a acheté la maison. Bon, on a quand même refait une salle de bain. On va refaire la cuisine. Le type, il s'arrête Et jamais. non, non, mais bon, voilà, t'as le virus, t'as le virus. Et puis au sous-sol, on est en train de faire un studio. Bon, ça c'était juste pour rigoler, mais bon, voilà, voilà. Après, on avait aussi acheté il y a 2 ans et demi, un appartement à Thonon-les-Bains qu'on a refait, qu'on a mis un peu en location, qu'on a revendu parce que là vraiment on est dans une phase de revente. Donc voilà, c'est pour dire que ces derniers mois et ces dernières années, je me suis un petit peu occupé. Après, voilà, bon, on a fait des voyages, chose qu'on n'avait jamais faite auparavant.
Donc le voyage, tu travailles un peu avant, tu y es, après il y a le retour. Après, bon, bah, on fait randonnée. Alors il y a des fois, on a aussi des activités pelletage de neige, hein. Bon, là aujourd'hui, il n'y en a pas trop, mais bon, ça pourrait le devenir. Après, il y a le vélo. Et puis après, bah voilà, on s'occupe, je lis, enfin bon, voilà, bon, je m'occupe. Les journées passent, je suis pas, bon, je suis bien. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, bon, j'ai envie de faire des choses. Alors là, j'avais pas mal d'arbres autour de la maison, donc j'ai coupé vingtaine, 30 arbres, je crois même. 30 depuis qu'on est là, donc en 3 ans, parce que toute la maison était entourée de partout d'arbres. Donc voilà, ça m'a aussi un peu occupé. Coup de tronçonneuse, fendre le bois, enfin moi ça m'a pas mal occupé. Et puis sinon, bah voilà, on se laisse vivre aussi. C'est pas désagréable non plus, hein, franchement, Ok, c'est ok. bien. Ce qui est un peu rigolo, c'est que je dirais, je veux dire que tu as une forte propension aux activités manuelles et c'était un petit peu paradoxal avec le fait que tu aies été informaticien par un temps. Parce que tu sais, souvent, les Non, mais, informaticiens, ils sont ouais. plutôt comme moi, c'est que c'est pas des Voilà. manuels, quoi. Ils sont plutôt à Philippe, l'aise Philippe, derrière l'ordi. il faut pas généraliser ton cas, d'accord? Moi, je suis intellectuel et manuel, les deux. Voilà. Non, mais voilà, je suis content parce que effectivement, j'ai entre guillemets ces deux qualités et j'aime bien faire des choses. Bon, maintenant, j'en fais un peu moins, mais c'est vrai que j'ai pris grand plaisir à faire les travaux, même si t'en parles avec sérénité après, mais sur le coup, t'en baves, hein. Quand tu commences à bosser, parce que moi, mes vacances, c'était aussi l'été, hein, donc tu bosses, il y avait 35 degrés, tu le sens passer, hein. Ah bah ça, c'est bon pour la ligne, hein, c'est bon, hein. Mais ouais, moi, j'aime bien les deux activités, quoi. Alors maintenant, bon, je suis plus tranquille, quoi. Ok. Est-ce que tu veux donner un chiffre de patrimoine? Ça apportera pas grand-chose à la discussion, mais je sais pas, tu pourrais être fier du chiffre obtenu en étant parti de quasiment zéro. Donc, je te laisse me dire si tu veux en parler ou pas. C'est pas une question de fierté, c'est juste pour dire, voilà, on peut faire des choses. Donc en préparant, enfin, en gardant un petit peu, avec un petit peu de recul par rapport à ce qu'on allait évoquer aujourd'hui, j'ai noté quelques chiffres. Donc en fait, on a acheté en totalité 37 appartements. Je parle pas des appartements immeubles, je parle en termes de lot, hein, d'appartements. Donc ça fait 37 appartements pour un montant total d'achat d'1,7 million, sachant que certains appartements, notamment les immeubles, ont été refinancés en partie par la vente des premiers studios achetés qui ont été revendus. Voilà. Mais en volume global d'achat, il y en avait pour 1,7 million. Voilà. À un moment donné, en termes d'emprunt, j'étais à 750 000 euros d'emprunt courant. Et j'ai regardé au niveau des chiffres, ma meilleure année, mon meilleur chiffre d'affaires, ma meilleure année, c'était 2022, où là, j'ai eu 130 000 euros de revenus locatifs avec que 33 000 euros de prêts à peu près. Donc, ça me fait à peu près un petit peu moins de 100 000, hein, on va dire 80 à 95 000 bruts, sur lesquels après il faut enlever tout ce qui est impôt foncier, je ne sais trop quoi encore, L'IFI, sachant que peut-être? les impôts fonciers, à un moment donné, j'avais pas loin de 20 000 par an, quoi, enfin entre 18 et 20 000, quoi. Donc oui, c'est des gros chiffres, quoi. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu étais relevable de l'IFI? Non, parce D'accord. que en fait, ah bah oui, bah non, mais attends, on optimise, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'immobilier sous emprunt, donc en fait c'est actif moins passif déjà. Et après, vers la fin, en fait, comme il y avait pas mal de SCI, il y avait une ventilation des parts entre ma femme et mes enfants, donc en fait ça diminuait encore le fait que je pouvais être assujetti à l'IFI. Mais j'en étais pas très loin, effectivement. J'en étais pas très loin. Oh, peut-être qu'une fois ou deux, je l'ai légèrement dépassé les 1,3 million, mais bon. Ça se voyait à peine. Et puis bon, après, c'est vite redescendu après. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux faire un commentaire sur le fait que tes enfants, finalement, ils n'aient pas été inspirés par ton parcours? Donc peut-être que eux, ils n'avaient pas la double qualité intellectuelle plus manuelle, ou tu n'y vois pas de Je, sujet de pertinence. je pense que les enfants n'ont pas forcément tendance à faire ce que font les parents. Ils vont plutôt à l'opposé en général. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je le regrette parce que bon, moi, j'étais prêt à les aider de multiples façons, aussi bien financièrement que manuellement en leur montrant les choses, hein. Après, bon, ça s'est pas fait. Je sais pas si ça se fera. Moi, à un moment, je leur avais dit, bon voilà, bon après, moi, mes enfants, c'est un petit peu particulier. Bon, ils sont pas non plus accros à travailler. Bon, ça bricole un peu à droite à gauche. Enfin, c'est moyen. Je suis pas emballé par leur attitude.
Jani, vous bossez, vous achetez un bien, un T1, je vous montre comment on le refait, vous le revendez en résidence principale, vous faites une culbute, vous en rachetez un autre, etc. Enfin voilà, il y avait moyen de les aider, de leur montrer le chemin. Et en même temps, bah, je leur expliquais comment ça se passait financièrement, je leur montrais manuellement comment on faisait les choses, puis eux, ils les faisaient. Et puis voilà, c'était une façon de leur mettre le pied à l'étrier, quitte à mettre un petit coup de boost financièrement, une donation pour les aider au début. Enfin voilà, il y a des moyens de faire. C'est aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une phase de revente, parce que bon, de l'autre côté, je sens pas une grande implication pour nous aider sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'en avais déjà un peu parlé de ça. Bon voilà, Mhm. c'est chacun a ses enfants, quoi. Voilà, bon. Ok, et si jamais il y avait quelqu'un à la suite de ce podcast sur les forums, parce qu'à mon avis, il y en a plein qui vont trouver ça inspirant, puis qui vont se dire que tu connais énormément de choses. Imagine, il y a des gens qui te contactent en message privé, puis ils disent ouais, moi j'aimerais bien qu'entre guillemets tu me coaches sur des opérations qui t'as de payer et tout ça. C'est quelque chose qui t'intéresse ou non, tu faire les trucs pour toi et ta famille, ça te va bien, mais en fait conseiller les autres ou aider les autres, c'est pas tellement ton truc. Si, mais je suis plus philanthrope, en fait. Je veux dire, je sais pas, alors, aucune envie d'être payé. J'ai eu des contacts avec quelques personnes. Notamment, il y en a un, je crois que c'était il y a 6, 9 mois, qui voulait acheter un appartement là sur Cluse. Donc moi, je suis pas très loin de Cluse. Sans connaître Cluse, lui connaissait bien Cluse, mais quand même, je lui ai parlé un petit peu des problématiques sur cet appartement. Voilà, on a dû rester une demi-heure, 3 quarts d'heure au téléphone. J'en ai conseillé d'autres. Il y a des fois, j'ai vu passer des messages. Bon, j'ai envoyé un petit message privé en disant, bon, bah, si vous avez besoin d'un petit coup d'explication, voilà, vous pouvez m'appeler, enfin, bon, ou m'envoyer un mail. Voilà, bon, moi, ça me dérange pas d'aider les gens, de leur donner mon avis. Enfin, bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais de leur donner des conseils. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, mais ça permet d'ouvrir les yeux, de se dire, ah bah oui, peut-être que j'idéalisais trop la chose, peut-être que je devrais y réfléchir à 2 fois, peut-être que je me suis précipité. Il y en a un, je me souviens, là, je sais plus, là, il a acheté un truc là, sur Decazeville, là. Decazeville, c'est dans le 12, dans l'Aveyron. Une fois, j'étais passé du côté de Decazeville, parce qu'effectivement, il y a des trucs pas chers. Mais j'ai vu, bon, il en a échangé un peu au téléphone. Il m'a dit ce qu'il avait acheté. Un, il a acheté un peu cher, on va dire. Et deux, il a des problématiques de locataire très complexes. Et en plus, il est relativement jeune, il a un peu plus de 30 ans, quoi. Ouais, c'est pas un bon plan. J'ai pas senti que c'était bien parti, son histoire. Voilà. Ok. Alors, je vais faire une petite aparté parce que tu as dit qu'avec ta femme, vous fêtiez vos 30 ans de mariage. Et quand je vois tout ce que tu décris et tous les travaux que vous avez fait ensemble avec ta femme, bah, ça m'étonne pas trop parce que moi j'ai déjà entendu d'autres anecdotes où c'est plutôt un couple qui va acheter une résidence principale avec des travaux dessus parce que ben comme ça ils peuvent acheter un truc un peu plus grand ou un peu mieux proche plus proche du centre-ville ou quelque chose comme ça. Et bah au bout de au bout de 6 mois de travaux, ils s'envoient les assiettes parce qu'en fait faire des travaux en couple c'est pas quelque chose normalement de facile. Et donc, toi, on voit que ça a été plutôt bien géré. Donc, ça m'étonne pas Ouais, trop que bon, vous en après soyez à ça, 30 ans ça, de mariage. ça, c'est la vision que je donne. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois, ça pouvait être compliqué, effectivement. Parce que bon, bah, physiquement, tu rentres le soir. Nous rentrions le soir, nous étions fatigués, quoi. Donc, quand t'es fatigué, t'es toujours un peu sur les nerfs. Moi, et des fois, je me suis pris la tête avec un machin, ça fonctionnait pas, ça fuyait de partout, enfin, je ne sais trop quoi. Ma femme, elle essayait de reprendre un mur, elle mettait le plâtre, il durcissait dans l'eau, je le mettais sur le mur, il tombait, enfin bon, voilà. Donc, il y a des fois, oui, c'était un peu tendu. Mais voilà, quelque part, quand tu as un objectif commun, bon, c'était pas notre objectif de faire plein de travaux, mais ça l'est devenu de fait, et puis on a pris goût tous les deux. Donc oui, bah, c'était notre objectif, donc on a avancé comme ça, et puis on savait pourquoi on le faisait, hein, comme je disais tout à l'heure. Quelque part, on travaillait aussi pour nous. Ma femme, ses collègues de travail, puisque bon, elle avait pas mal de congés en professeur des écoles, comprenaient pas que dès qu'il y avait les vacances, elle était super contente pour aller faire des travaux. Mais c'est les vacances, pourquoi tu vas bosser? Mais man, parce que moi, c'est ma soupape, ça, c'est ma soupape de sécurité d'aller faire des travaux. Voilà. Bon, La, c'est sou- bien trouvé de ce côté-là. Mhm. La soupape avec l'idée d'avoir une retraite payée par les choses ou parce qu'il y a une partie passion dans le fait de faire les travaux par rapport à l'activité de professeur des écoles.
Au début, si on avait acheté deux, trois studios, puis on disait ça fera la retraite. Après, on y a pris goût. Après, on a monté un gros capital. Bon, on voulait le transmettre. Bon, là, on est en train de revendre. On va voir autrement. Mais oui, on a pris goût à faire ça. Après, c'était pas la recherche d'avoir plein d'argent, bien sûr, hein. Mais je me souviens plus de la question en fait là. Parce que tu avais dit, tu rapportais les propos de ta femme qui disait qu'aller travailler sur les biens, c'était une soupape. Et en fait, ma question, le terme de soupape, c'était une espèce de soupape psychologique pour changer d'activité parce que ça lui plaisait, ou si c'était une soupape, genre, elle anticipait que financièrement, sa retraite allait être difficile. Et donc, Oui. voilà. Voilà, sa retraite, elle a un petit peu plus de 800 euros, donc c'est pas transcendant. Après, voilà, il y a tout ce qui est à côté aujourd'hui qui permet d'avoir une certaine sécurité et sérénité. Après, on a fait les travaux, je dis, c'est pas pour avoir beaucoup d'argent, c'était pour, voilà, pour vraiment être indépendant. Et puis, sur le moment, enfin, sur le moment, pendant ces 15-20 ans, c'est quelque chose qui nous a fait avancer. Ça nous plaisait, on était motivés. Bon, maintenant, on n'est plus du tout motivés, ça c'est clair. Mais on était motivés, on avançait, voilà, on construisait, on bâtissait quelque chose. Et puis après, bah, après, tu fais ce que tu veux avec ce que tu as bâti, ou tu le crames, ou tu le transmets, ou tu fais autre chose avec. Enfin bon, mais voilà, bon, le plaisir de faire quelque chose, tu te retournes sur ta vie. Bon, c'est peut-être narcissique, mais tu te retournes sur ta vie, tu dis, bon, voilà, bah, j'ai quand même fait quelque chose de ma vie, je suis content. Et puis, surtout que, bon, voilà, moi, je suis à la retraite depuis 10 ans. Moi, j'ai des amis qui sont pas encore à la retraite. Ça va être 64 ans, peut-être 67. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ils te regardent de travers, hein. Au début, ils te regardaient parce que tu allais faire les travaux, puis maintenant, ils se disent, putain, on a peut-être raté le train, on a peut-être raté quelque chose, quoi. Ok, Alors, sans, alors, ouais. sans qu'eux aillent faire les travaux directement, ils pouvaient les sous-traiter à des artisans. Mais bon, ils croyaient pas, ils ont pas trop cru à ce qu'on faisait. Oui, alors, toujours pareil, le même discours, les locataires, c'est des problèmes. Il y a la location, t'es toujours embêté. Ben oui, bon, peut-être. Mais bon, au final, tu gagnes quand même quelque chose, hein. C'est le meilleur effet de levier qu'il puisse y avoir, hein. J'ai zéro, je vais à la banque, ils me prêtent 100 000, j'achète un bien, je le loue, et puis je récupère 100 000 dans 15 ans ou 20 ans. Ouais. Alors, comme je t'avais dit, ça c'est ton podcast. Donc là, on en Oui. est à, je sais pas, peut-être 1h48 à peu près. Est-ce que tu veux parler de ce que tu es en train de mettre en place du côté d'Andorre dans ce podcast ou est-ce que tu estimes qu'on en a dit assez et dans ce cas, Ouais, bah, non, on non, non, s'arrête moi, là. il y a pas de souci, hein. Moi, j'ai rien à cacher, hein. Donc, oui, suite aux difficultés fiscales en France, j'ai envisagé de monter une société à l'étranger. Pourquoi une société? Parce qu'en fait, en nom propre, tu restes lié à la France que la société. T'es quand même mieux dissocié de la France au niveau fiscal. Moi, je cherche pas à faire de l'évasion, hein, je cherche juste à optimiser fiscalement. Alors, j'avais regardé du côté de l'île Maurice, mais c'est trop compliqué parce qu'entre guillemets, il faut quelqu'un qui soit là-bas. Bon, confiance limitée. Bon, c'est trop compliqué l'île Maurice. J'avais regardé, mais c'est trop compliqué. Donc, Andorre, j'ai trouvé sur Andorre. Bon, après, voilà, le montage d'une société, c'est un petit coût puisqu'on est à l'ordre de 15 000 euros. Donc, tu fais appel à une société. Bon, j'ai eu la chance, il y en avait deux, trois ou quatre sur le marché. Je suis tombé sur la bonne. Les autres, c'est des guignols. Donc, j'ai eu du bol, je suis tombé sur la bonne. Pour le gars qui gère ça, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il a un appartement pas très loin de chez moi, en fait. Il a un appartement pas très loin de chez moi, donc il connaît bien la région, il est passé à la maison. Et par contre, le délai, c'est long. J'ai attaqué ça au mois de mars-avril, je crois. Donc là, j'ai l'accord du gouvernement. Là, je suis en train de... Comment ça s'appelle? J'attends d'avoir l'accord de la banque. J'ai donc indiqué à cette société qui donc monte la boîte en Andorre que j'allais reverser pas mal d'argent. La banque me demande les relevés de compte, les attestations de vente. Enfin, c'est long, c'est long, c'est long. Ça va presque faire un an. Mais bon, une fois que ça sera monté, après, je vais acheter de l'immobilier là-bas. Je pense que je vais acheter trois studios, studio ou T1. Les prix, c'est entre 120 et 140 000. On est sur des rentabilités de 6-7%. Bon, c'est pas trop mal. Et bah, t'as pas de contrainte de TPE. La société, c'est 10% d'impôt sur le chiffre d'affaires et puis basta, c'est tout. Après, j'avais expliqué un petit peu sur le forum, bon, il y en a certains qui me sont tombés dessus, mais j'avais expliqué qu'en fait,
ben, comme la société paye 10% d'impôts et tout le reste, il n'y a pas de fiscalité sur les dividendes versés, en fait, tu as une carte société que tu peux utiliser. C'est comme si tu prenais l'argent de la société, que tu le sortes sur un compte perso et que tu utilises. Ben là, tu as juste une carte de société. Et après, la carte de société, si tu vas faire tes courses au magasin, bah, c'est pas déduit de comment ça s'appelle, du chiffre d'affaires. Par contre, si avec la carte, je sais pas, tu vas acheter des matériaux, là, c'est déduit du résultat de la société. Simplement, comme il n'y a pas cette complexité, enfin, cette fiscalité comme en France, ou sur une SCI-LIS, tu payes des impôts, d'ailleurs 25%, tu sors les dividendes, tu te prends la flat tax, et puis je ne sais trop quoi encore. Là, c'est quand même 10% et c'est tout. Donc c'est quand même très intéressant, voilà. Ok, alors, Et ouais, attends, attends. je suis pas le seul à y aller, quoi. Je veux dire, ils sont débordés en ce moment, débordés, hein. Ouais, alors que je recontextualise. En fait, donc l'idée, c'est de déporter une partie de ton patrimoine actuel dans une société à Andorre pour qu'il soit plus difficilement saisissable ou imposable, on va dire, et que en Imposable. même temps, le flux de revenus qui est généré par ce patrimoine il bénéficie aussi de la fiscalité des sociétés de Andorre plutôt que de la Oui, fiscalité française. Mais toi, pour oui, le moment, tu es toujours citoyen français. En gros, c'est comme tout à si fait. tu te Oui, oui. diversifiais, on va dire, juridiquement sur deux pays pour avoir plus de résilience au cas où il y ait un durcissement fiscal en France. C'est ça la Ah, logique? de toute façon, il va y avoir, il peut y avoir qu'un durcissement fiscal avec nos champions de la gestion du budget, voilà. Euh, et après, donc oui, moi pour l'instant, je n'ai pas vocation à partir, je suis très bien en Haute-Savoie. Après, ce qu'on fera dans 2, 3 ans, ça, je peux pas le savoir. Après, quand en montant la société donc sur Andorre, je peux être résident actif andorran dans le sens où moi j'ai créé une société là-bas. Tu as deux options, donc si tu veux vraiment aller sur Andorre, tu as résident actif où tu as monté une société, ou résident passif, et là tu dois apporter grosso modo 600 000 euros et faire 600 000 euros d'investissement là-bas. Donc, ça te permet après d'aller sur Andorre et puis d'y vivre. Moi, j'ai pas l'intention d'y vivre pour l'instant. On achète un peu d'immobilier. Je pense peut-être qu'on va acheter un appartement aussi pour nous une fois qu'on aura acheté l'immobilier et que ça va tourner. On verra. Pour l'instant, j'attends que la société soit finie d'être montée. On n'en est pas loin. Et puis après, on va aller faire un tour là-bas pour prospecter un petit peu. Après, Andorre, c'est pas grand, hein. Ça doit faire, je sais pas, c'est pas 40, 50 kilomètres de haut en bas. Enfin, c'est tout petit en dehors, hein. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Philippe, sauf si tu veux ajouter quelque chose d'autre, mais en tout cas, je suis ravi de t'avoir reçu. Je serais pas étonné que si jamais il y en a qui écoutent le podcast jusqu'au bout, tu reçoives quelques messages privés, vu que tu as dit que tu avais une grande générosité dans les conseils. Euh, Ouais, ouais, bah, faut pas prendre au mot tout ce que je dis non plus quand même, hein. Et donc, voilà, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, ou sinon, bah, on en reste là. Bah écoute, je suis très content de cette initiative. Je te remercie donc aussi beaucoup pour le forum parce que c'est vrai que je sais pas quand il a été créé. Moi, je me suis inscrit en 2011, j'ai regardé. Mais je pense avoir fait partie des premiers énergumènes qui ont, je pense, pas mal développé la partie immobilière, puisqu'à l'époque, c'était beaucoup la partie bourse. Et on a l'impression qu'on parlait un petit peu chinois à ceux qui étaient du côté bourse. Et puis après, bon, il y a eu pas mal de gens qui sont venus du côté de l'immobilier aussi. Donc maintenant, les deux sont équilibrés. Je pense que les deux se complètent, hein. Mais ouais, non, je suis content d'avoir participé à Ouais, cette parce que là, aventure, cette grande aventure aussi. ouais, vous étiez précurseur un peu à cette époque-là, parce qu'il y avait beaucoup moins de conseils publics sur le sujet. Et je me Ouais. souviens que à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait, alors c'était le nom d'une moto, je crois que c'était ZX. ZX6R. Voilà, Ouais. c'était le nom d'une Ouais. moto, et vous discutiez bien ensemble. Est-ce que Ouais. d'ailleurs on peut dire que le forum t'a apporté aussi sur certains points? Alors la motivation, je sais pas, parce que manifestement tu avais déjà hyper motivé, mais sur certains sujets, les échanges sur le forum ont pu t'aider à cette époque? Bien sûr, je suis arrivé comme je disais au début, quand j'ai acheté les studios, je faisais fiscalité au forfait. Bon, après, voilà, j'ai cherché au réel, peut-être que j'ai vu ça sur le forum. Enfin, voilà, il y a toute forme d'échange. Et c'est vrai que j'ai progressé aussi avec le forum parce que
bah, tu vois des choses, tu te renseignes, tu regardes sur internet, ah ça existe, et tu fouilles. Après tu connais l'info, donc tu vas la diffuser de ton côté. Donc voilà, tu prends des choses, tu apprends de ton côté, tu rétrocèdes d'autres informations et ouais, non, non, je pense que c'est un beau forum. Franchement, c'est un beau forum. Il y en a pas beaucoup dans le domaine qui tiennent aussi bien la route et qui soient aussi sérieux que celui-là, je pense. Non, non, c'est un super forum. Et puis, bravo, parce que tenir ça depuis 15 ou 20 ans, faut aussi 14 la ans. motivation, hein. 14 ans. Ouais. Très bien. Ben, je te remercie, Philippe. Ce sera le mot de la fin. Donc, bien, au revoir à toi et à bientôt sur le forum. Ok, ben merci beaucoup de cet échange et puis au revoir.